tous et bienvenue dans Génération Nomade, le podcast qui parle de liberté, de famille et d'aventure. Je suis Aurélie de la famille My Nomade et chaque semaine je vous emmène à la rencontre de familles incroyables qui ont entrepris le projet fou de réaliser leurs rêves. Ensemble, découvrons cette génération qui redéfinit le sens de la liberté. Quelle est leur histoire, quels sont leurs défis et surtout quelle est la clé pour devenir une famille nomade ? Attention, ce podcast risque de déclencher chez vous des envies de changement. Vous êtes prévenus. C'est parti pour un nouvel épisode de Génération Nomade et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Stéphanie. Alors Stéphanie, c'est Le Monde plein les yeux, confrérie nomade et aujourd'hui Kiffe ton nomadisme. Une femme accomplie qui conseille, accompagne et inspire en vivant pleinement sa vie de famille nomade. Sur les routes du monde depuis déjà 10 ans, avec son mari, ses 3 enfants et ses compagnons à 4 pattes. Elle nous fait le plaisir de partager avec nous un peu de cette aventure. Merci Stéphanie d'avoir accepté mon invitation. D'autant plus que tu as été la toute première à le faire. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui et je vais commencer par te demander de te présenter. Je te remercie. Je suis ravie aussi qu'on ait commencé cette aventure ensemble puisque quand on a fait le débrief, tu étais aussi la première avec qui je faisais un podcast. Donc ça me fait vraiment plaisir. Alors du coup, tu l'as dit, je suis nomade depuis 10 ans. J'ai 3 enfants. Je vis avec mon mari et 4 animaux. Et actuellement, nous sommes en Amérique, normalement en théorie en route pour l'Alaska. Mais bon, en théorie, parce qu'on a beaucoup de péripéties. Et là, on est au Yukon, devant un lac gelé. Impeccable. C'est toute la magie de cette aventure, c'est tous les rebondissements qui viennent avec et tu vas nous raconter tout ça. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais commencer par resituer un petit peu ton parcours. À quoi est-ce qu'elle ressemble ta vie avant de rentrer dans cette aventure nomade? Alors, ma vie avant de rentrer dans cette aventure nomade, juste avant, elle était sur le papier parfaite pour à peu près tout le monde. C'est-à-dire que nous avions construit une situation très stable, une maison. J'étais gestionnaire en patrimoine. Je m'occupais des grosses fortunes du département. Et donc, on avait une situation qui était assez stable. On avait une maison, on avait un chien, tout ce qu'il symbolise. Mais au final, c'était pas du tout, enfin, sur l'apparence, et comme beaucoup peuvent avoir aujourd'hui, c'est qu'en apparence, on peut croire qu'il y a une belle réussite, mais en fin de compte, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas du tout alignées. Juste avant d'arriver dans cette vie nomade, j'ai eu ma deuxième fille et j'ai fait un gros burn-out, vraiment un burn-out, celui où en fin de compte, tu sais même plus où tu dois aller, où tu n'arrives plus à... Tu vois que les gens te parlent, mais tu arrives pas à percevoir, à comprendre ce qu'ils sont en train de te dire. Donc j'ai vécu cette situation et pour me sauver, il fallait qu'on prenne, des décisions, ensemble, quoi. Et c'est à ce moment-là justement que tu décides d'entreprendre ce projet. Est-ce que avant ce burn-out, c'est déjà quelque chose qui traîne dans ta tête ou c'est vraiment le déclic et cette situation qui te fait te dire qu'il faut que les choses changent complètement? En fait, on a toujours, j'ai toujours voulu vivre, cette vie-là. Depuis aussi, petite que je me souviens, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui en fait nous ont tout le temps emmenés en vacances et nous ont fait, découvrir pas, le monde en entier, mais principalement, la France. Mhm. Et ils nous ont fait vivre en fait des micro-aventures. Je me souviens avoir dormi, dans le coffre de la voiture, à la belle étoile pour regarder justement la nuit, en août, des étoiles filantes. Voilà, j'ai descendu alors que je savais pas du tout nager. J'étais toute petite, j'avais 3 ou 4 ans et mes parents, ils ont descendu un rio en Espagne et moi j'étais dans un petit canot, en fait, gonflable. Donc en fin de compte, j'ai toujours vécu cette vie d'aventure et j'ai toujours été énormément dans la nature, à tout le temps être dehors. Donc en fin de compte, j'avais ce côté bohème. Donc cette vie, je voulais vraiment la vivre, mais je n'y croyais pas. Je pensais que c'était vraiment quelque chose qui était marginal. Et en fait, c'est toutes les successions de toutes les petites, tristesses, tous les malheurs de ma vie qui, en fin de compte, m'ont permis d'y aller. Parce qu'il y a le burn-out, il y a le fait que mon fils soit un enfant qui est handicapé, qui a eu de gros problèmes avec du harcèlement à cause de son handicap, malgré le fait que ça soit la maternelle. Du coup, il n'était pas... Et puis, il avait aussi, par rapport à sa particularité, tout ce qui peut être scolaire était très compliqué pour lui.
Donc par rapport à ça, déjà, la scolarité normale n'était pas adaptée. Donc déjà, on était en train de voir le monde des possibles, on a découvert l'IEF. Donc en fin de compte, c'est toute cette succession qui m'a permis de me détacher et au final, le burn-out, ça a été, suivant ce qu'on a envie de dire, soit la goutte d'eau qui fait déborder le vase ou bien la cerise sur le gâteau, en fait, Mmh. et qui m'a permis, de me dire: «Bon, mais maintenant, c'est maintenant ou sinon si je tire encore un petit peu, en fin de compte, je me perds totalement». Et comment tu trouves l'énergie à ce moment-là pour, repartir sur quelque chose, de complètement nouveau que tu maîtrises pas forcément, qui te fait sortir de ta zone de confort? Alors, effectivement, tu es pas dans une zone de confort existante, mais malgré tout, tu vas vers quelque chose que tu connais pas et que tu maîtrises pas. Comment tu trouves l'énergie à ce moment-là pour aller faire ça? Alors en fait, ça a été, réellement, hem, je suis vraiment tombée très bas. Mmh. Mais, par rapport au burn-out, parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de choses déjà qui m'ont permis avant d'avoir ce comportement-là. J'ai toujours fait énormément de sport, j'ai toujours aimé ça et c'est vrai que du coup, j'ai un esprit compétitif et un esprit combattant. Ensuite, j'ai eu donc du coup, Quentin, mon aîné, celui qui a des soucis de santé. Il a passé ses 3 premiers mois de sa vie en réanimation, il a fait 3 infarctus et cetera. Du coup, en fin de compte, c'est vrai que ça m'a demandé à ce moment-là de ne surtout pas flancher. Si j'avais flanché à cet instant-là, mon fils serait mort aujourd'hui. Il aurait pas pu survivre. Donc j'en suis très fière de cette épreuve. Il m'a vraiment, bien sûr, si c'était à refaire, je préférais qu'il ne vive pas ce qu'il a vécu. Mais néanmoins, il m'a apporté, en fait, des insignes très forts, en fait. Donc il y a vraiment ça. Et quand, en fait, j'ai fait le burn-out, c'est quelque chose, je sais pas si ça peut être imaginable, mais vraiment, je suis vraiment tombée très bas dans le sens où, c'était au-delà de la tristesse, c'était le fait que tu avais la sensation d'être mobile. En fait, tout ce qui peut faire peur à un être, je pense, à un individu qui peut marcher. On a souvent très peur de se dire: «Oh, j'aimerais pas pouvoir être handicapé, me retrouver dans un fauteuil roulant, je le vivrais extrêmement mal». Et en fait, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Pas le fait que je n'arrivais pas à marcher, mais je n'étais plus capable de réellement penser. J'ai dû faire vraiment une rééducation et vraiment je Mmh. pouvais pas redire, j'avais des phrases qui venaient, enfin des mots qui venaient, je savais même pas si c'était les mots qu'il fallait que je dise et j'entendais les gens parler, j'entendais mais je comprenais pas forcément, il fallait que j'ai un temps de latence pour arriver à vraiment comprendre ce qui était en train de se passer. Ça a duré pendant plusieurs semaines cet état-là et du coup, j'étais vraiment, hem, dans un moment où j'aurais pu vraiment tomber dans une grosse dépression Mmh. parce que c'était dramatique, en fait et que j'en avais conscience, en fait. J'avais conscience d'être enfermée dans mon propre esprit, à ne pas pouvoir vraiment et à devoir réapprendre toutes ces choses-là. Donc en fin de compte, il y avait juste 2 solutions, soit en fin de compte me laisser glisser et inévitablement, de toute façon, je pense que j'aurais fini par me suicider ou bien il fallait vraiment que j'aille chercher quelque chose de différent et la vie, voilà, j'ai poussé mon fils à vivre. Mmh. J'ai ma fille, j'ai un mari qui est vraiment extraordinaire, j'ai plein de projets, je suis jeune, il fallait vraiment que je me batte. Donc en fin de compte, cet événement m'a donné vraiment l'envie et m'a poussée à me dire: «Non, il est hors de question. Mon avenir, c'est pas un avenir où, c'est pas ça, c'est pas ça» Mmh. et même si je sais qu'il y a une partie qui va être extrêmement dure à atteindre, je vais l'atteindre. C'est pas la première épreuve que je vais passer, ça sera pas la dernière, mais ça sera absolument pas celle qui va m'anéantir, quoi. Mmh. Donc à ce moment-là, ton objectif, c'est de rebondir très clairement. Tu sais que tu vas y arriver. Est-ce que tu sais que c'est vers, ce type de vie déjà que tu vas partir? Ou tu sais juste que tu vas y arriver, tu sais pas exactement où, mais tu es prête à y aller? En fait, c'est un petit peu des 2. Heu, pour rebondir à ce moment-là, il fallait pas, c'est comme quand on dit: «Si tu veux que les choses changent, il faut pas reproduire tout le temps la même chose». Mmh. C'était exactement le même principe. Je savais où était, le problème. Mon problème, en fait, dans l'absolu, ça vient du travail. Maintenant, je vais pas incriminer totalement. C'est aussi ma responsabilité qui a été que j'ai accepté d'aller jusqu'à ces retranchements. Donc ce n'est pas seulement les personnes extérieures, ce n'est pas seulement un manager ou une organisation professionnelle qui m'a emmené à ça. C'est aussi moi qui ai eu envie d'être, ce qu'on dit en fait souvent, c'est j'ai eu envie d'être
la professionnelle qu'on attendait de moi. Je vois Donc très et du coup, c'est normal qu'on venait me tirer, me tirer, me tirer, puisqu'on voyait que de toute façon je donnais. Donc comme je donnais, bah et que j'étais un bon élément, bah, il fallait tirer, tirer, tirer encore plus. Donc voilà, donc j'en suis, totalement partie prenante. Donc du coup, je savais où était la cause et je savais que je n'étais pas en mesure à ce moment-là pour de toute façon, pour pouvoir revenir sans retomber dans ce travers-là. Donc il fallait automatiquement que je change totalement mon mode de fonctionnement et ou en tout cas mon mode de fonctionnement au travail. Du coup, je me suis vraiment dit qu'il fallait que je prenne la main sur mon activité. Donc voilà, mmh. donc ça a cheminé déjà par rapport à ça, malgré le fait que dans l'absolu, j'étais en invalidité, j'étais déjà en train de penser à ce qui allait être mon après-invalidité. Je n'allais pas y rester et je n'ai jamais voulu y rester. Donc en fin de compte, je me suis dit: «Il va falloir que je construise mon modèle économique par moi-même». Donc c'est parti de ça. Et en fin de compte, on avait notre maison en camping-car, on partait très régulièrement et avec Dimitri, bah, je lui ai dit: «Écoute, on va y être tout le temps au départ dans le camping-car et on va louer la maison. Comme ça, moi, ça va me permettre de continuer à avoir la sensation de générer de l'argent», même si c'était l'argent du couple et de même si j'avais aussi, bah, du coup, la sécurité sociale du fait que, bah, j'étais en arrêt maladie. C'était pas pour moi quelque chose qui était valorisant, donc du coup, je me disais: «Cet argent-là, je le réinvestis par rapport pour me former». Donc en fin de compte, c'est parti là-dessus et quand on a été dans le camping-car, en fin de compte, j'ai dit à Dimitri: «Beh, non, en fait, on va partir et on va continuer». Nous, on a toujours voyagé. Je lui ai dit: «On va voyager, mais tout le temps à l'année» et lui, il avait, une activité, hein, qu'il appréciait, mais il aimait aussi voyager, il n'en était pas attaché. Dimitri a une relation du travail très différente de moi, où c'est, plus quelque chose d'alimentaire, c'est pas forcément quelque chose qui est épanouissant pour lui. Il aime ce qu'il fait, mais s'il travaillait pas, c'est pas forcément quelque chose qu'il a besoin dans sa vie et son équilibre. Mmh. En tout cas, à cette période, de sa vie. Maintenant, ça commence un peu à changer. Du coup, en fin de compte, bah, c'est passé ça et du coup, on a pris la décision et on s'est dit: «Bah, non, mais en fin de compte, devenir nomade et du coup, reprendre la totalité de notre vie à tous les 2». Et après, il y avait aussi le cheminement que, hem, on a toujours, Dimitri et moi, voulu on savait qu'un jour on allait travailler ensemble parce que on s'est toujours manqué en fait. Mmh. Le fait d'aller au travail, ça a toujours été une souffrance réelle pour tous les 2 et ça a contribué, à mon burn-out aussi parce que parfois j'étais trop fatiguée pour, diminuer ma charge mentale avec, Dimitri. Mmh. Donc voilà, donc c'est vraiment une succession de tous ces événements qui a fait que la vie nomade, 24 heures sur 24 ensemble, était quelque chose qui nous plaisait. Mmh. Et lui, quand tu emmènes tout ça, justement, tout ce cheminement, tu disais il a une activité professionnelle à ce moment-là, qui est peut-être pas forcément compatible avec le nomadisme, ce qui veut dire qu'il va devoir lui aussi retourner dans un cheminement de formation. C'est OK pour lui, il te suit et il avance avec toi? Dimitri, c'est un fonctionnement assez similaire, de vous, c'est que j'ai tout le temps les idées foireuses et lui, il suit tout le temps tout, en fait. Il me fait rire parce qu'en fin de compte, le matin, je me lève et je lui fais: «Ah, j'ai une idée!» Il lève les yeux au ciel et il rigole dans son coin et puis il me dit: «Bon allez, je t'écoute». Heu, alors qu'il y a une partie de lui qui se dit: «Mais qu'est-ce qu'elle va encore me sortir?» Donc du coup, ça a été vraiment drôle parce qu'en fait, bah, quand je lui ai dit, il m'a fait: «OK». Enfin, Dimitri, c'est très ça, en fait, c'est OK et de toute façon, il avait conscience qu'il fallait, quelque chose de fort pour nous, Ouais. pour moi, mais aussi pour nous, en fait, pour notre épanouissement à nous et quelque chose qui lui manquait aussi à lui. Donc pourquoi pas, en fait, après, c'est une personne qui est très active, voire hyperactive, proactive. Donc en fin de compte, se renouveler, apprendre, ça a toujours fait partie de sa façon et de son ADN. Il a des Mmh. facultés et des facilités d'apprendre qui sont très impressionnantes. Il a été capable de suivre plusieurs fois quand il a fallu qu'il se forme pour cette vie, parce qu'avant il était, responsable d'une équipe et technicien dans les réseaux mobiles. Mmh. Donc rien à voir et pas du tout, transposable à la vie nomade. Mais c'était pas grave en fin de compte, se renouveler, ça fait totalement partie de la façon dont on s'est construit ensemble Mmh. et après, il est aussi venu dans une vie où, il a adopté Quentin
Il a 6 ans de moins que moi. À 22 ans, il est arrivé dans une vie à devoir s'occuper d'un enfant qui n'était pas le sien, qui Mmh. avait de gros soucis de santé, qui nécessitait beaucoup de soins, qui avait vécu un traumatisme, donc de par sa vie, de par, son père biologique, et il a totalement assumé, en fait, et il a Mmh. totalement pris, tout ça en main. Donc en fin de compte, c'est une continuité de se renouveler et d'aller chercher quelque chose qui soit en équilibre pour soi, mais aussi pour sa famille. Mmh. C'est un nouveau challenge qui, en plus, vous permet d'avancer ensemble, donc c'est que du positif, quoi. C'est ça. OK, OK. Et du coup, donc à ce moment-là, vous partez en camping-car. Les enfants, donc ta fille a quel âge quand vous partez? Allez, 2 mois, même pas. 2 voilà, 2 mois. Comment est-ce que, ça s'organise? Comment est-ce que ça se matérialise de partir comme ça? Alors, vous avez beaucoup voyagé, donc tu as déjà cette expérience, mais de se retrouver en camping-car avec un enfant de 2 mois, avec des formations et cetera, comment ça se passe au quotidien? Bah, en fait, moi, j'ai trouvé ça beaucoup plus simple, et j ça choque à chaque fois que je dis ça, mais je trouve vachement plus simple une vie nomade avec un enfant qu'une vie sédentaire, Mmh. avec un enfant dans la sédentarité d'aujourd'hui. Parce qu'au final, un enfant, l'une des choses qu'il a le plus besoin, si tu veux avoir un enfant qui soit pas sur les nerfs quand il est petit, c'est pouvoir vivre, en fait, sur son propre rythme et Mmh. ne pas devoir être réveillé à 6-7 heures du matin pour aller à la crèche ou à la nounou, ne pas être récupéré, à l'école. Même Quentin, il avait 6 ans quand on a commencé, récupérer un enfant à 19 heures et lui dire: «Bon, ben, maintenant, il faut qu'on fasse les devoirs et qu'on te lave et ceci et cela». Donc en fin de compte, j'ai toujours trouvé qu'une vie de nomade était beaucoup plus facile, enfin, et c'était plus facile une vie nomade avec des enfants qu'une vie sédentaire. Parce qu'au final, tu récupères la totalité de ton temps et tu te gères. Ça veut pas dire que tu as moins de choses à faire, mais en tout cas, tu peux les optimiser sur le temps qu'il faut. Mmh. Donc en fin de compte, l'organisation, elle a pas spécialement été compliquée. Après, mes enfants étaient aussi petits, ils avaient pas forcément connu une vie, sédentaire avec, des relations différentes avec des enfants. Donc en fin de compte, c'est rapidement devenu leur normalité à eux aussi. Cassandre tétait quand elle a envie, elle était avec nous quand elle a envie. Quentin, on était disponible, surtout par rapport à son handicap et ses besoins particuliers à Quentin. Être à son rythme a totalement changé mon fils, mais Mmh. totalement. Parce que justement, on le poussait pas dans la fatigue qui a des effets, vraiment délétères sur lui. Donc voilà, donc en fin de compte, bah, je suis pas d'une grande aide, mais moi je trouve que c'est extrêmement facile de voyager avec, bah, des bébés en fait ou des Ouais. enfants. À choisir entre toutes les contraintes de la vie sédentaire et des couches à jeter, on préfère les couches. C'est ça. OK. Justement, ton fils, il a 6 ans quand vous partez. Comment ça se passe au niveau, donc il est scolarisé, tu le déscolarises. Est-ce que tu mets en place quelque chose de particulier ou est-ce que tu le laisses faire et évoluer simplement? Comment ça se passe au niveau de la scolarité? Alors Quentin déjà la scolarité ça a été extrêmement compliqué. Donc il Mmh. est allé que bah, jusqu'au CP et enfin la grande section maternelle Mmh. et déjà c'est compliqué. C'est compliqué parce que il a des problèmes. Mmh. Il a une hémiparésie du côté gauche et l'éducation nationale n'est pas adaptée. En tout cas, ils sont pas formés pour s'occuper d'enfants qui peuvent avoir des problèmes et des particularités. Quentin a été incapable de faire des dessins ou des petits bonhommes à bâton pendant très longtemps, mais parce qu'il a une hémiparésie du côté gauche. Mmh. Au lieu d'essayer d'accueillir et d'accompagner ça, on lui a déchiré innombrablement des dessins en lui disant que c'était moche, que c'était laid, et cetera, patati patata. Du coup, bah, va essayer de construire une confiance en toi et va essayer de construire quelque chose que tu apprécies au niveau de l'école. C'est totalement impossible. Du fait qu'il arrivait pas à faire les mêmes choses que les autres enfants ont été odieux avec Quentin. Donc même en maternelle, il a subi vraiment du harcèlement. Donc en fin de compte, l'école pour lui, c'est une expérience qu'il a vécue, mais totalement traumatisante et il a vraiment fallu, mais vraiment fallu qu'on le reconstruise par rapport à ça. Donc quand on a récupéré, Quentin et que enfin, oui, quand on a récupéré Quentin, oui, c'est ça Mmh. quand même. Quand on a sorti en fait, Quentin, de l'école, au départ, j'ai été un petit peu, déboussolée parce que je voulais absolument qu'il suive, enfin, j'avais peur de la responsabilité que j'allais avoir
sur ses apprentissages. Je me disais: «C'est sur moi que ça tombe et s'il n'arrive pas à un tel niveau, ça sera automatiquement à cause de moi». Mmh. Parce que j'ai pris cette décision, même si elle était bénéfique pour lui, j'ai pris la décision de jouer les instructrices pour mon fils. Mmh. Donc en fin de compte, au départ, je suis allée sur du formel avec Quentin et ça a été un pur échec. Ça déjà parce qu'il n'est pas adapté totalement à tout ce qui peut être formel, mais et du coup, en fin de compte, j'allais en passage en force avec lui. Mmh. Je suis quelqu'un d'extrêmement patiente et pourtant, cet événement a fait que j'ai perdu ma patience. Je comprenais pas pourquoi il comprenait pas, je n'arrivais pas à trouver comment, en fait, lui faire comprendre en essayant toutes les méthodes qu'on nous disait et que je trouvais et en fin de compte, à un moment, je me disais: «Il y a 2 solutions, soit je continue comme ça et je vais le perdre totalement mon fils parce que c'est pas gérable en fait, c'est pas drôle, enfin il y a aucun plaisir et ça devenait vraiment, quelque chose d'anxiogène autant pour lui que pour moi. Mmh. Ou bien je me disais: «Je lâche prise» et je me suis dit: «Bon allez, on va d'abord lâcher prise totalement». Après il est tout petit, il a 6 ans, s'il apprend à lire à 7 ans, il apprendra à lire à 7 ans, Mmh. c'est pas très grave de toute façon, voilà, il y avait beaucoup de choses à devoir faire, se reconstruire, personnellement, finir les formations pour pouvoir, vivre d'une façon autonome. Donc en fait, j'ai totalement lâché et Quentin était passionné de Pokémon et il en avait des tonnes, mais vraiment, il en avait vraiment des tonnes et en fin de compte, il a appris à lire avec les cartes Pokémon Mmh. et Pokémon, c'est pas facile parce que tu as des K, tu as plein de lettres qui sont pas forcément simples et c'est ça qui, en fait, lui a appris et j'ai été spectatrice de l'apprentissage autonome de mon fils Mmh. qui, en fin de compte, bah, s'est sorti et a trouvé tout seul le chemin qu'il fallait suivre. Et ça m'a appris, en fait, à me diriger avant même que je connaisse réellement le nom et le principe, en tout cas. Le nom, je le connaissais, mais le principe réellement du unscrolling, bah, c'est lui qui m'a montré et que j'ai vraiment compris ce que ça voulait dire. Donc, Mmh. ça a été un cheminement qu'on a fait. Mmh. Donc vous avez construit ensemble, finalement tous les 2 cet équilibre qui lui permet lui d'apprendre sans être, dans la douleur ni dans le traumatisme et toi aussi de pouvoir, te peut-être poser cette, responsabilité de, maman parfaite. Il faut absolument qu'il apprenne, qu'il rentre dans les cases, en le laissant simplement, évoluer à son rythme, quoi. C'est ça et c'est Mmh. ce qui m'a permis d'avoir confiance au niveau de Cassandre qui, au final, a appris à lire, tard. Je pense qu'elle avait enfin tard, par rapport à si elle avait dû être dans le système scolaire, parce que je pense qu'elle devait avoir 7 ans passés quand elle a appris à lire. Par contre, elle a appris à lire avec des mangas parce qu'elle voyait tout le temps son frère, lire des mangas et par contre aujourd'hui elle est capable de te lire elle a 10 ans et elle est capable de te lire, des pavés, et elle a une lecture extrêmement fluide. Comme quoi, Mmh. bah, si tu forces pas, il y a les choses qui arrivent en fait, facilement. Mmh. Mmh. Maintenant, mes enfants, hem, je le dis souvent, mais il y a plein de sujets sur lesquels ils vont être extrêmement en avance. Mmh. Si tu devais les classifier, même si vraiment je suis hyper en décalage avec tout ça, il y a pas longtemps, je me suis rendu compte que mon fils en 16 ans, il devrait être en seconde. Ça voilà, je m'en rendais pas compte donc il y a des choses sur lesquelles ils vont être en avance, il y a des choses sur lesquelles ils vont être extrêmement en retard s'ils devaient aller dans le système scolaire. Mmh. Donc c'est vrai que nous, notre vie, étant donné qu'on la voit encore dans le nomadisme, on n'y pense pas. Mmh. Mais je fais totalement confiance à la façon dont ils vont évoluer et pour moi, aujourd'hui, mon seul rôle alors 10 ans après, c'est facile de dire ça, hein. Il faut voilà, parce qu'on voit aujourd'hui dans la société d'aujourd'hui, on voit la finalité. Mais en fin de compte, il y a tout le temps un cheminement qui est fait. Mais aujourd'hui, vraiment mon rôle et ce que j'aimerais atteindre avec mes enfants et comment vois mon rôle «d'instructeur» entre guillemets, qui au final n'est absolument pas un rôle d'instructeur, c'est juste donner que mes enfants, ils aient confiance en eux et qu'ils aiment apprendre. Mmh. Après, s'ils partent de ce principe-là, pour moi, ils vont pouvoir tout apprendre et leurs lacunes d'aujourd'hui ne sont absolument pas au final des lacunes. Même si, heu, même si, par exemple, je sais que Quentin, l'orthographe, c'est vraiment pas son truc. Pourtant là, il a une envie d'écrire des histoires de jeux de rôle, mais parce qu'il va aller là-dedans, mais il va l'améliorer.
Totalement, donc en fin de compte, les lacunes, elles existent pas. Moi, j'étais super, mauvaise en anglais, j'ai eu 3 au bac en anglais. Aujourd'hui, je suis aux États-Unis et je peux tenir une conversation. C'est pas l'école qui me l'a appris, c'est le Mmh. fait d'avoir été dans cette vie et parce que tout d'un coup, j'ai vu cet intérêt. Pourquoi ça marche pour nous? C'est ce qu'on veut pour nos enfants. On n'arrête pas de dire: «Bah, s'ils ont l'intérêt, ils vont y aller». Peut-être qu'en fin de compte, il faut un peu plus faire confiance, à ce cheminement et Mmh. s'il apprend à 30 ans, il apprendra à 30 ans. Mmh. C'est pas grave. Mmh. Donc si tu avais un conseil à donner, par exemple, à des familles qui sont soit en début d'IEF, soit en questionnement par rapport à ça, ce serait celui-là de faire confiance aux enfants? Après, je pense qu'il y a des enfants qui doivent aimer aussi, enfin, il y a des enfants, je sais, qui aiment le formel. Heu, Mmh. moi, je pense que, voilà, c'est suivre, en fait, ce qui va marcher pour l'enfant et ce qu'il va avoir besoin par rapport à sa curiosité. Après, il y a quelque chose qui est très déculpabilisant et si je devais donner un conseil, en fait, ça serait plus sur le fait que l'ennui et la contemplation, c'est les 2 choses qu'il faut avoir pour développer son intelligence et Mmh. ça, c'est une chose que beaucoup ne savent pas ou qu'ils oublient totalement. Mais quand tu regardes et que tu lis, par exemple, sur, le cerveau, le fonctionnement du cerveau et le fonctionnement de l'intelligence, les 2 fonctions qui développent vraiment l'intelligence, c'est l'ennui et la contemplation. Donc en fin de compte, quand tu laisses ton fils, rien faire, comme par exemple, j'ai pu avoir parce que comme tu l'as dit, je gère aussi Confrérie Nomade et on a un groupe, WhatsApp dessus où on a aussi un groupe avec des mamans, enfin sur l'IEF en fait. Mmh. Enfin sur, oui l'école à la maison et la parentalité et il y a une maman qui me disait: «Ouais mais moi j'en peux plus parce que je vois mon fils qui fait rien et à chaque fois qu'il y a une difficulté, il va s'arrêter là». Mais en fin de compte, le fait qu'il fasse rien et qu'il s'ennuie, c'est pas grave parce que, à un moment, on n'est pas fait pour s'ennuyer, puis c'est quelque chose qui est en plus extrêmement frustrant pour les enfants. C'est ce qui va développer autre chose et notamment l'imagination qui va lui permettre donc en fin de compte, c'est lâcher prise. Si toi, tu as pas envie, parce que c'est comme l'allaitement, c'est comme à peu près tout, Mmh. si le parent non plus n'est pas pleinement dans l'envie d'être cet instructeur, te force pas non plus. Tu es pas obligé de devoir préparer, tous les books et tous les livres de tes enfants et cetera. Lâche prise en même temps que ton enfant, suis ce qu'il a envie, s'il a besoin, enfin, fais en sorte aussi qu'il soit autonome. S'il a vraiment besoin de quelque chose de formel et que tu as pas forcément envie, bah, fais en sorte de lui offrir comment aller chercher le formel. Mmh. Tu n'es pas obligé parce que tu prends l'instruction de ton enfant, tu n'es pas obligé d'être sa maîtresse et tu es pas obligé non plus d'être à son service. Mmh. Voilà, donc là, je vais peut-être passer pour une maman super super méchante et égoïste. Pourtant, je suis super gentille et si tu demandes à mes enfants, ils vont dire: «Je suis super cool». Je fais de la chantilly maison, donc c'est pour ça. Mais je pense vraiment qu'il y a pas, enfin, le sacrifice ne devrait pas faire partie de la vie, en fait. Ouais, Donc une OK. maman n'a pas non plus, ça peut être choqué, mais une maman n'a pas non plus à se sacrifier si elle trouve que c'est quelque chose qui n'est pas naturel pour elle. De toute façon, si c'est pas Mmh. naturel, c'est un passage en force, c'est pas honnête, l'enfant le ressent et on est d'abord des émotions. Donc Ça si fonctionnera tu as pas. envie de donner la bonne émotion à ton enfant et que lui puisse exprimer ses émotions vraiment, eh ben, il faut que tu lui montres l'exemple. Mmh. Donc il faut pas C'est que tu te ça. forces. Exactement et du coup, montrer l'exemple en plus, comme vous êtes dans une démarche, de formation, d'apprentissage, donc il y a un espèce de mimétisme aussi. Tu vas chercher l'information, donc ça devient quelque chose qui est un fonctionnement logique aussi pour eux de vous voir faire. Ils vont reproduire la même chose puisque vous êtes dans une démarche de formation au moment du départ, mais c'est quelque chose que vous, avez continué aujourd'hui. Oui, la formation, ça fait totalement partie de notre façon, de notre fonctionnement avec Dimitri. Mmh. Ça fait 10 ans. Il y a 2 choses, c'est que déjà, on n'est jamais sur notre acquis. Il y a quelques jours, j'avais fait, d'ailleurs, une story sur Instagram par rapport à ça, où je disais que j'étais, particulièrement coachable et c'est vrai et cette chose est extrêmement importante pour nous parce que, ça nous permet tous les jours d'évoluer. On n'est jamais vraiment sur nos acquis. Une partie de notre salaire, depuis toujours, part dans une enveloppe pour se former et on est en constante formation. Alors la formation, ça peut être une formation qu'on achète, mais ça peut être aussi des livres, ça peut être, des podcasts que tu écoutes, sur un thème particulier. Voilà, l'information, elle est vraiment partout. Donc ça, cet exemple, il est très important et je pense que ça fait aussi la réussite de l'IEF comme on la vit avec nos enfants.
parce que justement, ils voient qu'on peut tout faire. Parce que souvent les enfants, j'ai remarqué qu'ils ont peur de travailler et de ne pas avoir le temps pour eux, pour leur loisir après, pour leur plaisir. Alors qu'en fin de compte, on leur montre l'exemple tous les jours. On ne travaille que les matins ici et les après-midi sont libres. Et c'est le fonctionnement de la totalité de la famille. Donc, je leur impose pas de travailler sur un sujet. Par contre, le matin, c'est en théorie, c'est pas, je vais dehors, m'inventer ma petite vie et je fais quelque chose au niveau du bus. Donc en fin de compte, comme ils nous voient travailler et qu'après on vit des expériences, de fou, parce qu'on a quand même une vie extraordinaire, on les a pas juste cantonnés à un pays, ils en ont fait, ils en ont vu. Donc en fin de compte, ils ont vu que c'est un équilibre et en fin de compte, ça fait totalement partie de leur routine. Cassandre, elle se lève, elle, avant même de prendre son petit déjeuner la plupart du temps, elle est déjà en train de faire son petit rituel de son anglais. Parce que c'est son moment à elle, où elle aime, son cerveau, il est prêt à accueillir cette langue. Donc en fin de compte, elle va faire son anglais. Ça va durer à peu près une demi-heure, puis après elle va être prête pour prendre son petit déj. Puis après, elle va faire son dessin et elle a ses rituels et elle est totalement en autonomie. Mais parce que je l'ai construite, parce que Cassandre, c'est elle qui a commencé à 2 mois sur cette vie-là. En fin de compte, on l'a construite comme ça. Ce qui fait qu'elle vient pas me voir pour me demander est-ce que je dois mettre, plutôt une couleur bleue ou une couleur jaune sur mon dessin. Elle a totalement appris qu'à ce moment-là, c'est un moment à elle, c'est un moment à maman, à papa, à Quentin et du coup, nous, on travaille chacun dans notre coin d'une manière très efficace, qui fait que quand c'est l'heure du midi, on a fini et après on est disponible chacun et Dastan parce que Dastan est né sur la route. Dastan a maintenant 19 mois. Ben ça commence en fin de compte, je lui prépare bien sûr son petit déj. Il tète encore, il est pourtant encore allaité, mais il comprend que, où est-ce qu'il va pouvoir aller chercher son petit déj quand il va en avoir besoin, puisqu'il est tout le temps au même endroit. Il va venir se le poser sur la table, il a ses petits verres d'eau et cetera et donc tout ça permet l'autonomie qui fait qu'en fin de compte, on est sur cet équilibre qui nous permet de ne pas gaspiller du temps. Et cet équilibre-là, vous l'avez aujourd'hui. Ça a mis combien de temps à peu près à se construire entre le moment où vous êtes parti vraiment en vie nomade, et aujourd'hui, tu dirais quoi à peu près en termes d'organisation C'est compliqué, parce qu'en plus, je trouve que c'est, en continuelle mutation puisque là, on a Dastan qui est arrivé dans notre vie, donc en fin de compte, ça a bousculé et donc notre équilibre est un petit peu différent. Maintenant, ça a été l'une des premières choses qu'on a voulu mettre en place, cet équilibre-là. Donc, franchement, en toute honnêteté, je pense que on a dû mettre ça à peu près en place, parce qu'il y a la routine aussi où quand on a voulu partir, on a voulu un peu trop voir quand même aussi. Donc il y a ça, il y a pas que la routine et l'équilibre liés au travail, il y a aussi l'équilibre lié au rythme qu'il a fallu qu'on trouve en fait, celui qui nous est adapté pour nous. Donc je dirais que par rapport au camping-car, vraiment, le début de l'équilibre, je pense qu'on a dû mettre à peu près entre 6 mois et 1 an. Mais le plein équilibre, comme je peux vraiment l'avoir, où je ne ressens plus aucune fatigue, je pense réellement que ça ne fait que depuis réellement 3 ans. Donc ça veut dire, 7 ans à peu près. Parce qu'avant, on était justement sur un camping-car. Après, on a eu un sac à dos, on a eu un 4x4 avec une tente de toit, on a eu un sac à dos, on a vécu un sac à dos, 4x4 et tente de toit. On a eu beaucoup de choses qui fait qu'à chaque fois, on avait un rythme de mouvement qui était un tout petit peu trop, intense pour nous. On aime vraiment nous poser et on aime avoir notre chez nous. Donc on pouvait se poser quand on était en sac à dos, mais on n'a pas apprécié le fait d'être tout le temps, chez les autres, jamais chez nous. Et c'est vraiment le bus qui nous a permis d'avoir ces 2. On a tellement de place et tellement de confort, vraiment, qu'en fin de compte, c'est lui qui nous a permis d'avoir vraiment le parfait équilibre, qu'on peut avoir aujourd'hui, où on ne ressent plus de fatigue malgré toutes les merdes qu'on peut avoir, surtout en ce moment. Bah, en fin de compte, on arrive vraiment à gérer notre équilibre parce qu'on a une autonomie, bah, toujours la même chose, une autonomie
qui est, considérable, autant en nourriture, en eau, en autonomie complète, en électricité et cetera, qui fait qu'en fin de compte, on a très peu de parasites qui vient empiéter notre équilibre, personnel. Mmh. Donc voilà. Ça Mais j'étais montre déjà bien à peu près 6 mois à 1 an après, hein. Il faut pas attendre 7 ans pour être en parfaite en équilibre, hein, quand même, hein, mmh. être bien. Et en plus, quand vous bougez et que vous changez de mode de déplacement, forcément, ça remet toutes les cartes sur la Mmh. table et il faut réorganiser cet équilibre-là. Donc, tu disais le camping-car, donc vous êtes parti dans un premier temps en camping-car et puis ensuite, pardon, vous avez switché sur le sac à dos. C'est quoi qui vous a donné l'envie de tester cette nouvelle aventure? Alors en camping-car, on avait fait toute l'Europe, vraiment, toute l'Europe. En fin de compte, à ce moment-là, on avait envie d'aller voir ailleurs et moi particulièrement, j'avais envie de voir l'Asie, mais je me voyais pas faire, tout ce trajet en camping-car et j'avais envie de tester autre chose et je me disais: «Ouais, peut-être que ça pourrait être plus sympa». Je me suis dit: «Voilà, l'Asie, ça va être facile à circuler avec, les trains, les bus et cetera, ça va être assez sympa». Donc du coup, c'était parce qu'on voulait aller loin, en fait, qu'on a choisi, le sac à dos Mmh. et en fin de compte, quand on a choisi le sac à dos et qu'on a fait le premier grand trajet, donc c'était, vraiment à ce moment-là, ben, on a eu, le jet lag, on a eu pas mal de choses et à ce moment-là, on a senti en fait une distorsion en fait à l'intérieur de nous. Ça n'est absolument pas un jugement, par rapport au fait qu'ils voyagent comme ça, c'est juste vraiment quelque chose de personnel, de ce que je vais dire. Mais c'est vrai que on n'a pas eu envie de continuer. Quand on est arrivé, il y a eu le fait de, bah, pas aimer ne pas être, totalement chez nous et être tout le temps chez les autres. Le Mmh. fait qu'en fin de compte, dans la réalité, c'est pas aussi facile que ce que je pensais, de circuler, comme ça avec, les bagages alors qu'on avait juste un bagage cabine chacun. Mmh. Mon mari a eu la dingue en plus, donc c'est vrai que j'ai dû gérer vraiment en plus les bagages et ça a pas été facile. En tout cas, c'était pas facile il y a à peu près, bah, du coup, 7 ans à peu près Mmh. où, bah, c'était pas super facile de circuler en Asie et il y a eu le fait qu'on s'est rendu compte que régulièrement, ça allait être extrêmement compliqué et qu'on allait devoir prendre un peu plus l'avion que ce qu'on pensait Mmh. et ça, c'était un mode de fonctionnement qu'on voulait pas. Mmh. On voulait absolument pas vivre dans les avions ou enfin contribuer à cette forme de tourisme-là. Donc du coup, ça nous a créé vraiment une distorsion à l'intérieur de nous. On s'est dit: «Tu peux pas» enfin nous, une des valeurs les plus importantes, c'est vraiment être droit dans nos bottes Mmh. et incarner les valeurs qu'on peut avoir et du coup, bah, là, j'avais l'impression d'être, une impostrice sur ce que je pouvais prôner, Mmh. mais aussi sur ce que je voulais essayer d'inspirer chez mes enfants. Mmh. Donc je trouvais que je j'envoyais pas le bon signal par rapport à ce que je prônais, et prêchais par rapport à mes enfants. Donc du coup, ça a pas été l'expérience qu'on a espérée en sac à dos et ça a été la grosse partie, autant pour l'organisme aussi, parce qu'un jet lag, bah, ça envoie quand même à ton Mmh. organisme. Il faut qu'il se remette en phase. Quand tu sais que tu vis avec des saisons, que tu sais que tu vis avec, des horaires précises, que chacun de tes organes va plutôt réagir à telle heure de sa journée à lui, bah, tu lui demandes un effort et cetera. Donc tout ça, on n'avait pas envie de le faire vivre à notre corps et on n'avait pas envie de le faire vivre, au niveau de la planète. Et Mmh. ça, c'est vraiment, je le répète parce que c'est important, c'est vraiment un choix et une conviction totalement personnelle Mmh. et ça n'est absolument pas un jugement par rapport aux autres. Chacun, Mmh. si c'est aligné pour eux, j'ai rien à dire. Mmh. OK. Et du coup, à ce moment-là, donc vous prenez conscience de ça, vous n'êtes pas aligné et ça correspond pas à ce que vous souhaitez, à la manière dont vous souhaitez vous projeter dans cette vie. Donc vous réajustez 4x4 avec une tente de toit et vous Mmh. repartez du coup. Vous Oui, repartez c'est sur ça. quoi? En fait, en Asie, l'autre truc aussi qui nous avait manqué, c'est que comme tu travailles sur internet, tu es obligé d'être plus ou moins dans des villes ou en tout Mmh. cas dans des endroits qui sont, bah, densément peuplés pour avoir une connexion internet et là, nous, sur notre façon de voyager, c'est très compliqué Mmh. parce qu'on aime être dans la nature, on est très sportif, on marche tous les jours plusieurs heures, on adore la randonnée,
On adore la nature. L'Asie est fantastique pour sa nature, en plus. Et on est frustrés parce qu'en fin de compte, on a passé beaucoup de temps dans des grandes villes et du coup, ça nous manque. Donc on se pose la question en Asie: «Mais comment on repart? On repart avec un camping-car?» Mais non, ça nous a tellement manqué qu'on s'est dit: «Non, on va vivre une expérience avec un 4x4, une tente de toit et on va aller se perdre». En fait, vraiment, on va aller se perdre dans des petits coins, vraiment perdus. Donc on rentre, on achète ça, on organise et on aménage le 4x4. On avait fait de super rangements et tout. À cet endroit avec le 4x4, on a visité, une partie de l'Afrique du Nord, la Turquie, essentiellement et en fin de compte, on se rend compte que c'est pas totalement aligné parce qu'en fait, un 4x4, bah, tu as cette frustration, enfin, il est fait foncièrement pour pouvoir aller à des endroits où, un peu plus inaccessibles, où tu vas pas y aller avec un camping-car et du coup, tu te rends compte que, ces endroits-là, c'est peut-être pas plus mal s'ils sont pas accessibles pour les véhicules. Tu vas venir écraser un écosystème, tu vas venir dans des dunes qui sont fragiles et tout ça, voilà, soit tu as le véhicule qui te permet ça et tu le fais pas. Donc dans Mmh. ces cas-là, c'est totalement une hérésie parce que tu consommes plus quand même. Donc Mmh. pourquoi? C'est comme tous ces 4x4 à Paris, heu Mmh. et nous, on n'a jamais eu, ce complexe du kiki le plus gros. Donc voilà, soit tu fais ça, soit au final, tu fais, mais non, parce que nous, c'était pas possible et Mmh. quand on a vu vraiment les résultats, parce que quand tu es en 4x4, tu pas de toilette, donc ça Mmh. veut dire que tu vas faire pipi caca dehors et qu'on a vu les résultats des autres personnes qui avaient les mêmes véhicules que nous et qui vont venir et qui vont même pas soit prendre la peine d'enterrer son caca, ou bien laisser traîner ses papiers, il était hors de question qu'on alimente cela. Donc nous, on n'a jamais fait ça, mais par contre, on n'avait pas envie que nos roues viennent écraser un écosystème qui n'avait pas besoin d'avoir une tonne 5 sur la gueule. Donc en fin de compte, c'était toujours pas le bon moyen de transport OK. et puis en plus, c'est dur de vivre quand même, enfin c'est dur de travailler par rapport à l'importance qu'on place sur notre travail. C'est dur de travailler en 4x4 et tente de toit, notamment par rapport au vent, la pluie. Tu es tout le temps en fait, tu subis totalement les intempéries qu'il peut avoir et quand, il fait pas beau, oui, tu déplies la tente de toit mais c'est un petit peu moins drôle pour les enfants, surtout quand tu déplies la tente de toit après pour la faire sécher, voilà. Il y avait, tout Mmh. ça qui est venu. Mais c'est principalement qu'en fin de compte, c'était toujours pas le mode de voyage qui était, pleinement pour nous. OK. Et du coup, l'étape d'après, le véhicule d'après? Le véhicule d'après, ça a été la caravane. OK. On a tracté une caravane, on s'est dit: «Tant qu'à faire on a le 4x4, c'est bien pour, tracter la caravane et comme ça, on va se mettre dans des espaces qui sont plutôt, réservés». Ça va aussi on a eu une fausse croyance Mmh. à ce moment-là où on s'est dit: «Peut-être que ça serait bien que nos enfants côtoient plus d'enfants». Mmh. Ils en exprimaient pas le besoin. Ils en ont jamais exprimé. Après, on en voit régulièrement, mais parfois, ça arrive dans la vie nomade, il faut le dire, où on a un désert totalement, où Mmh. nos enfants ne croisent pas un seul enfant pendant plusieurs mois. Et nous, on s'est dit: «Ouais, mais voilà, ils grandissent, on voit toutes ces personnes, qui peut-être qu'en fin de compte, ils se rendent même pas compte qu'ils ont un besoin, donc on va aller leur susciter ça». Donc ça sera très bien les campings et en fin de compte, ça a été une mauvaise expérience pour tout le monde. Trop de sollicitations par rapport aux enfants, des histoires n'avaient pas lieu d'être, la vie en communauté qu'en fin de compte qui est difficile. Les gens Mmh. sont en vacances, en un camping, ce qui est tout à fait normal, mais nous on n'était pas en vacances. Donc avoir du bruit à 23:00, ça a été compliqué. En fin de compte, dépeins je dépeins un truc me concernant, on va se dire: «Mais ils sont asociaux et insupportables ces gens». Non, Il va mais falloir c'est qu'on essaye après de faire quelque chose de positif. non, mais c'est ce que tu dis, c'est la réalité. Tu viens dans un endroit où les gens sont en vacances, C'est alors que ça. toi, tu es dans une situation de vie quotidienne avec un travail, avec une organisation quotidienne. Donc, c'est normal que tu sois pas, en cohérence avec ce qui se passe autour. Donc ça va. Mais par contre, on se rend compte que la place était hyper confort parce Ouais. qu'on avait une caravane plus un auvent.
Mmh. Donc on avait, comme une autre pièce et du coup, on avait à peu près une trentaine de mètres carrés et on se rend Mmh. compte qu'en fin de compte, c'était génial. On avait un vrai frigo, on avait accès, plus facilement vu du fait qu'on était en camping à, à la laverie, puisque Mmh. ça, c'est un point, important Mmh. dans le nomadisme. Franchement, c'est la corvée. Tu perds un temps fou dans Oui. la laverie. Donc en fin de compte, voilà, on a goûté ce confort-là, mais l'environnement autour n'était pas adapté à notre, mode de fonctionnement. Donc en fin de compte, c'était pas exactement ça, Mmh. encore. Et du coup, quand on est parti pour vivre, je fais un flashback, quand on avait commencé à faire cette vie nomade, Dimitri m'avait dit: «Faudrait qu'on prenne un bus» et moi j'avais dit: «Hors de question, jamais de la vie on aura un bus, on pourra le garer nulle part, ça va être super compliqué. En plus franchement si c'est pour bosser, pour pouvoir foutre, tout notre argent dans l'essence, il est hors de question» et heu et en fin de compte, ben on a vu ça et du coup j'ai dit: «Tu sais quoi? Ça serait peut-être bien qu'on prenne un bus». Et il a souri et jamais il me dit: «Tu vois, je te l'avais dit». Bah, en même temps, tu as coché la case de la mobilité et de la liberté. Donc ça, c'est OK. Tu sais que c'est validé. Maintenant, tu as compris que la place et la, le- la facilité de l'organisation au quotidien, c'est important. Donc, tu viens sur le bus. Donc, ça se tient, c'est cohérent. Ah, ça reste cohérent et heu et je pensais pas qu'avec le bus, on allait aussi avoir autant d'accessibilité quand même aussi et donc du Ouais, coup, c'est la cerise sur le gâteau aussi, quoi. ouais. Franchement, c'est et que ça soit en Europe ou ici aux États-Unis parce que c'est sûr enfin en Amérique du Nord. C'est sûr que quand on imagine l'Amérique du Nord, on sait que ça va être facile, mais Mhm, on n'a jamais eu de difficulté mhm. avec, le bus Le bus. en Europe aussi. Ok. Et du coup, c'est un nouveau projet dans le projet. Vous le prenez, il n'est pas aménagé. Vous Non, le il est pas construisez, aménagé. vous le façonnez à votre façon. Vous faites intervenir quelqu'un, vous le faites vous-même. Comment ça se passe ça? Alors ça a été quelque chose de ça a été un véritable périple, aussi, mais sinon ça serait pas drôle. Du coup, on prend la décision de prendre, un alors nous, quand on prend une décision, la décision, quand elle est prise, elle est mise en action tout de suite. Mm, Quand on a pris la décision de devenir nomade, en 15 jours, la maison, elle a été vendue, vidée et mm, on n'y vivait plus du tout dedans. Même s'il fallait attendre le délai de la mairie, de ceci, de cela mm, et que la vente a été réellement officielle 2 mois après. D'ailleurs, on avait même donné les clés aux personnes avant même que, la vente soit, totalement officielle. Donc voilà, quand on prend une décision, on la met en place parce que pourquoi attendre? Donc du coup, on prend la décision du bus, on regarde, on était en Espagne à ce moment-là, on trouve un bus, c'était en plein covid pendant cette période-là. Donc c'était un petit peu compliqué pour les voyagistes, puisqu'ils étaient immobilisés et un bus, pour les voyagistes, c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher. C'est plus de 1 000 € par mois, rien que l'assurance. mm, Donc c'est un gouffre financier. Ils devaient, bientôt le renouveler, donc on tombe vraiment sur une très bonne occasion et on voulait l'aménager nous-mêmes pour qu'elle soit totalement à notre image. Du coup, on va chercher le bus, enfin on prévoit pour aller chercher le bus, mais il fallait qu'on trouve un endroit pour pouvoir l'aménager. On n'a pas de famille qui était prête à nous aider, nous accompagner dans ce projet. Tout ce qu'on a pu faire, on n'a jamais été aidé et construit par une famille derrière, en fait. On a mm, toujours tout fait par nous-mêmes, mm, en se reposant sur, l'un et l'autre, en fait. mm. Les uns et les autres, parce que maintenant les enfants, ils nous ont beaucoup aidés aussi pour le bus. Du coup, on trouve quelque chose, parce que ça a été vraiment la galère. Quand j'ai demandé sur les Airbnb d'essayer de trouver, enfin en Airbnb ou en location et cetera, essayer de trouver, j'ai eu un accueil affreux. On était, en plein covid et les gens, me raccrochaient au nez ou bien m'insultaient en me disant qu'il était hors de question qu'ils prennent, des romanichels chez eux, des gitans chez eux, d'une façon extrêmement péjorative et qu'il était hors de question qu'on était les déchets de la société. Enfin, j'ai tout eu au téléphone. Franchement, personne ne voulait nous accueillir pour, pour pouvoir aménager le bus et je tombe, un petit peu par hasard sur, des agriculteurs et donc ça a été, au final, le mieux parce ils étaient à la retraite, ils avaient un hangar géant. Je leur explique le projet, ils trouvent ça super génial. Je leur dis que je vais arriver avec une caravane, un bus
Tout petit Et ils peu. acceptent. Voilà, tu vois que je les envahis un petit peu. Bon, la caravane, elle allait pas rester longtemps parce qu'on allait la mettre en vente. Heu, Ils m'ont loué un mobil-home et en fin de compte, il me dit: «Oui, par contre, vous pouvez rester, mais vous avez que 3 mois parce qu'après, c'est la saison Ouais, et du coup, moi, je loue super cher et je loue bien mon binôme OK. et je veux pas tout ça. De toute façon, même si je voulais ça, il y avait d'autres choses. Il y avait un chalet dans les arbres et cetera là-bas. Je voudrais pas avoir, Mmh. le bruit, le bus et cetera. Donc vous avez 3 mois. Bon, ben on aura 3 mois pour aménager un bus et du coup, le plus long, parce qu'un bus, rien n'est droit à l'intérieur. Tout est arrondi, donc c'est très joli. On voulait un bus et pas un camion enfin, on voulait. Je voulais surtout un bus et pas un camion parce que je voulais le look, en fait, du bus et par rapport à plusieurs ressentis, beaucoup d'amis qu'on peut avoir qui vivent en camion, parfois c'est difficile parce que en France notamment, tu as l'image vraiment du punk à chien avec un OK. camion et du coup, tu as un accueil qui est pas forcément super sympathique, des gens et ça, on ne voulait ni le vivre, ni le subir. Mmh. Donc en fin de compte, ça a aussi contribué sur le fait qu'on prenne un bus. Mais l'intérieur, en fin de compte, c'est casse-pied. Rien n'est droit, tout est joli avec des petits coins arrondis et Mmh. cetera, donc à aménager, c'est pas facile. Il faut couper plein de choses, faut tout démonter. Alors on a vachement motivé les enfants en leur disant, «Tout ce que vous récupérez en fer», parce qu'il fallait enlever, du revêtement et cetera. Je fais: Ouais. «Tout ce que vous récupérez en fer, en ceci, en aluminium et cetera, bah, ça sera de l'argent pour vous, vous en ferez ce que vous voulez». Donc du coup, ils nous ont tout arraché pendant que nous on faisait autre chose, c'était parfait. Et du coup, ils s'en fait vachement, ils s'en fait plus de 600 balles quand même. Ah ouais. 600 € quand même, donc 300 € chacun quoi, donc c'était assez chouette et du coup, on aménage, après l'aménagement en lui-même a été plus rapide que tout enlever à l'intérieur et on l'a fait Mmh. totalement à notre image avec un confort à faire pâlir tous les autres nomades. Parce qu'on a le lave-vaisselle, j'ai de quoi faire de la chantilly. La machine à laver, rien que la machine à laver quand on parle à un nomade déjà c'est fabuleux. Alors si tu lui dis que tu as un four micro-ondes, un lave-vaisselle, j'ai même un aspirateur, autonome, donc voilà. Ouais, oui, j'ai 30 mètres carrés maintenant, L'aspirateur l'aspirateur, la machine à laver, on est d'accord que là, tu hein. exploses, tout le quota. Mais c'est ça. Donc du coup, voilà. OK. Donc une fois que le bus est fait, vous tenez les délais de 3 mois qui vous sont demandés? Oui, on a même fait ça en 2 mois et demi, on est même parti plus tôt. OK. Donc on se disait: «Bah, voilà, c'est super chouette» et du coup, on a été aussi très contents, en fait. Je fais un parallèle dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui est très important, c'est qu'on a toujours, en fait, fait en sorte de construire un modèle économique Mmh. qui soit, pas juste à subvenir à nos besoins et ça, on a toujours été très contents parce que quand on a pris, par exemple, la décision du bus, bah, il fallait que dans nos épargnes à nous, il y ait suffisamment pour pouvoir, faire un projet comme celui-ci. C'est pas un projet, que tu peux faire en te disant: «Je vais juste allouer 10 000 € quoi Mmh. et c'est pareil. À ce moment-là, ça fait, 1 an et demi à peu près qu'on a le bus, donc on a injecté beaucoup d'argent sur le bus, surtout que nous, on a voulu quelque chose d'autonome en électricité, Mmh. donc ça, on a mis vraiment un gros budget au niveau de l'électricité et du coup, bah, voilà, là, on décide d'aller aux États-Unis avec un bus, sachant qu'un shipping, c'est au mètre cube et on se Mmh. retrouve avec un truc qui fait 103 mètres cubes, mais on peut le faire Mmh. et c'est ça aussi l'équilibre. L'équilibre, que je parle, c'est aussi ça, c'est se dire que si on a besoin de faire ça, beh, je peux le faire. Si demain, une amie à moi, m'appelle comme il y a eu, bah, voilà, je suis vraiment dans la merde, sans me demander en plus, sans Mmh. spécialement me demander, mais en me disant: «Voilà, je suis vraiment dans la merde, j'y arrive plus, je m'en sors plus, mes crédits, j'y arrive pas» et que je lui demande: «Tu as combien de crédits?» et qu'elle me dit 8 000 €, eh beh, on peut. On peut Mmh. aider et c'est en ça que l'argent, et le modèle économique qu'on a construit, bah, il est super important et Mmh. que, je dérive un petit peu, mais parce que c'est important. C'est que le Mmh. travail, je trouve qu'en fin de compte, ça te permet de l'altruisme, en fait. Ça te permet de pouvoir vraiment aider autant tes clients que, les proches que tu peux avoir. Donc voilà, donc du coup, on arrive sur le continent, américain et en fin de compte, de tous les pays, alors sur notre ressenti à nous, de tous les pays qu'on a fait, au final, ça a été celui qui a été, un peu le plus déroutant par rapport à la façon dont on aime vivre, parce qu'on n'a Mmh. jamais consommé l'Amérique comme beaucoup de voyageurs le consomment, c'est-à-dire
à découvrir les villes. On a d'ailleurs découvert aucune grande ville depuis pratiquement 1 an qu'on est ici. Mais nous, on est allés dans la nature et on s'est rendu compte réellement ce que c'était de vivre, dans la nature avec les ours qui sont pas loin, avec, des loups, avec un serpent à sonnette, avec, tout ça en fait, à faire attention, avec pas du tout de connexion, réseau, téléphonique. Donc on a la Starlink, mais voilà, là on avait besoin d'appeler, c'est impossible d'appeler. Voilà, tu te rends compte en fin de compte et c'est ce qui au final, on s'est rendu compte, qui nous a sortis plus de nos zones de confort, même plus qu'un road trip en sac à dos, en Asie, quoi. Ok. Alors, je voulais y venir juste après, mais comme tu as engagé dessus, ça me va bien, si ça te va, pour qu'on reparte un petit peu dessus. Si on fait un retour en arrière, alors on a vu tout le cheminement du voyage, mais sur la partie professionnelle, justement, puisque ce voyage, il n'est pas gratuit, on est bien d'accord. Tu parlais de business model que vous avez mis en place et qui vous a permis justement de construire tout ça. Quand vous partez, donc vous vous formez, mais vous vous formez sur quoi et comment est-ce que vous arrivez justement à construire ça et qu'il y ait suffisamment d'équilibre pour que 10 ans après, vous y soyez encore sur quelque chose qui continue à évoluer. Alors moi, quand je me suis formée très rapidement à la rédaction web. Mhm. On a fait un pari avec Dimitri économique qui était, lui, il s'est formé au développement web et par rapport à ce qu'il voulait faire, il allait avoir besoin d'1 à 2 ans de formation. Mhm. Du coup, il fallait que moi, en fait, je puisse générer. On a toujours fonctionné comme ça avec Dimitri. Ça a toujours été quelque chose de commun qu'on a eu. Donc, c'est-à-dire que ça n'a jamais été quelqu'un qui travaillait. Enfin, on a toujours eu des comptes joints, on a toujours partagé notre argent, etc. Et on a vraiment construit par rapport à ça. Donc, moi, j'ai assumé réellement la première partie, puisque j'ai fait ma formation en moins de 3 mois et j'ai touché mes 2 premiers 1 000 €, donc 2 000 € réguliers, au bout d'un peu plus de 6 semaines. J'ai vraiment carburé pour pouvoir le faire. Après, c'était il y a 10 ans. Beaucoup de choses sont différentes. Il y a 10 ans, la rédaction web n'était pas aussi développée qu'on peut avoir aujourd'hui, et cetera. Maintenant, c'est pas plus compliqué aujourd'hui pour autant, enfin, en mon sens. Mais, c'est quand même différent et c'est surtout pas le même démarchage que tu peux faire et c'est pas du tout le la même façon d'être. Donc en fait, notre modèle économique, on était là. Donc on était en équilibre. À l'époque, 2 000 € nous permettaient totalement de vivre sans aucun problème. Donc là, ça allait. Puis après, Dimitri, a fini ses formations, en fait plusieurs. C'est sa faculté qu'il peut avoir. Il a suivi des formations en anglais, enfin, c'est incroyable ce qu'il a pu engendrer en connaissances pendant ces 2 ans qui ont été alloués. Ensuite, pendant toute une partie, en fin de compte, on avait une vision du nomade qui ne pouvait pas aussi avoir de l'argent. On se disait: «Il faut juste qu'on ait ce qu'on a besoin» et ne pas forcément parce que si on va aller chercher plus, ça veut dire qu'on va devoir sacrifier du temps. Parce qu'à ce moment-là, ben, on n'avait pas encore compris ou on n'avait pas encore engagé un travail plus intelligent, plus productif et cetera. Donc en fin de compte, on avait tendance à un peu, bah, quand c'est moi qui ramène de l'argent, toi, bah, tu pas besoin de travailler, quoi. Et inversement, quoi, en fait. On a eu ce modèle économique-là et en fin de compte, on a fait un travail, du coup, sur notre vision de l'argent et donc on a fait une reconstruction de ce qu'est réellement l'argent. C'est passé de quelque chose de «diabolique» entre guillemets, tu vois? De péjoratif, qui est incompatible avec une vie nomade parce que, voi justement, il faut incarner le nomade qui n'a pas forcément besoin de ça, à se soigner et à se rendre compte qu'en fin de compte, c'est qu'un outil, en fait. Et cet outil, il peut nous servir à nous, il peut servir à nos enfants pour le futur, mais il peut aussi servir aux autres, en fait. C'est pour plein de choses, même pour tes clients. Récemment, j'ai une personne qui a fait un investissement extrêmement important en prenant un, un un coaching avec moi à 600 € par mois. Je savais que pour elle, c'était un investissement extrêmement important. À côté de ça, son site internet était pas très joli. Bah, je lui ai refait gratuitement son site internet, mais j'ai pu me le faire
j'ai pu lui refaire gratuitement parce que je n'ai pas besoin de compter, en fait. Et que je sais et si je l'ai fait à elle, c'est parce que je sais qu'elle a fait un investissement très très important et qu'il fallait continuer à donner, en fait et à pulser la chose, en fait. Mmh. Voilà, donc c'est vraiment que l'argent est devenu un outil. Donc ça, on a vraiment eu cette déconstruction qui nous a bien pris 5 ans, je pense. Puis après, on a travaillé vraiment ensemble avec Dimitri, puisque j'ai continué, comme tu disais, à faire des formations. Donc après la formation de rédaction web, j'ai fait beaucoup de formations en coaching. J'ai appris à devenir coach. C'est pour ça que, en fait, ça fait depuis 8 ans maintenant que j'accompagne les nomades. Mais j'ai aussi fait des formations en design. Et du fait que j'ai fait une formation design, j'ai travaillé du coup avec Dimitri sur le développement web et on a adoré ça. Du coup, ça nous a construit une autre construction et je me suis rendu compte aussi qu'en fin de compte, quand j'accompagnais des nomades, je voyais qu'à un moment ça bloquait. L'argent bloquait justement. Donc c'était et donc du coup, moi aussi, ça m'a permis d'évoluer sur, ma vision en fait de l'argent. Et puis après, il y a le fait que mes enfants aient grandi et j'avais vraiment envie de leur montrer qu'ils avaient pas à choisir en fait, choisir entre avoir du temps ou avoir l'argent. Mais du coup, j'étais pas encore donc du coup, ça m'a demandé de réfléchir encore à mon modèle économique parce que je voulais certes gagner plus d'argent, mais pas travailler plus. Du coup, je suis partie réellement à une recherche vraiment d'optimisation, de productivité d'une façon extrêmement intensive. Donc j'ai toujours été très organisée, mais là, en fait, j'ai appris. J'ai appris sur la biologie, j'ai appris sur, la manière dont notre cerveau marche. J'ai appris sur, le travail en profondeur, le deep working. J'ai vraiment consolidé tout ça et appris vraiment vraiment là-dessus. J'ai toute ma vie, là, aujourd'hui, continue à continuer à générer de l'argent, voire un petit peu plus, mais pas forcément en fait maintenant puisqu'on est arrivé quand même à quelque chose d'assez sympa. Mais par contre, que ça diminue mon temps de travail sans diminuer la qualité de mon travail. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai même un aspirateur autonome en fait. J'ai même plus besoin de prendre 10 minutes pour aspirer. Mais c'est bête, mais 10 minutes par jour, Ouais. c'est plus d'une heure. C'est plus d'une heure par semaine quoi. Donc bah, voilà, c'est une heure que je peux faire autre chose. J'ai pas la passion ni de la vaisselle, ni de passer l'aspirateur. Mmh. Donc voilà, donc je suis arrivée à ça, à ce modèle de vie et ce modèle économique qui est important et aujourd'hui, bah, ça m'a emmenée à vouloir orienter plus puisque j'ai accompagne pendant 8 ans les nomades, principalement sur comment devenir nomade, comment optimiser sa vie sur les routes, faire le switch, tout le côté mindset, tout le côté développement personnel et cetera du nomade. Mmh. Mais moi, j'avais fait un tel changement que j'avais envie d'insuffler à mes clients qu'en fin de compte, bah, là, je me suis plus orientée sur, l'optimisation du business des nomades pour qu'eux aussi, en fait, ils puissent faire ce switch-là parce que je vois que beaucoup se privent de beaucoup de choses parce qu'il y a pas les finances et c'est dommage parce qu'ils sont entrepreneurs, ils veulent pas quitter cette vie-là et ils exploitent pas ce côté entrepreneurial, qui est une force, en fait, pour eux, quoi. Ils Mmh. peuvent avoir les 2. Ça, Mmh. par contre, je suis pas vendeuse de tapis. C'est pas une histoire, tu as 10 000 balles en foutant rien du tout dans un hamac à côté d'une piscine. C'est pas ça du tout. Mais tu as vraiment moyen de travailler efficacement, intelligemment, 4 heures par jour, 5 heures par jour et avoir réellement un vrai salaire où tu peux vraiment avoir les 2. Moi, j'aime à le dire, je suis autant au travail qu'en vacances dans ma journée. Mmh. Voilà. Ça, c'est une question qui revient souvent sur Instagram. Les gens posent des questions pour Mmh. savoir justement cette notion financière, parce que c'est une réalité. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Il faut payer ce voyage. C'est la réalité. Et c'est quelque chose qui revient. Est-ce que tu penses vraiment que c'est accessible à tout le monde, que n'importe qui peut mettre en place, peut construire, pas en 2 minutes, mais peut avoir ce cheminement et construire quelque chose qui soit durable dans le temps et qui permette d'être totalement autonome? Oui, mais il faut avoir envie d'entreprendre. Mm. Hem Tu peux être nomade sans entreprendre. Ça déjà, c'est une notion qui est extrêmement importante et que les gens oublient
Aussi pas mal. C'est que tu peux très bien être un salarié qui travaille en remote, c'est-à-dire qui travaille à distance. Ça se Mmh. développe de plus en plus et d'ailleurs, on a la chance en tant que Français de faire partie de l'Union européenne qui nous permet d'élargir nos horizons. Tu n'es pas obligé de travailler pour une compagnie française. Tu peux Mmh. travailler pour d'autres compagnies. Tu as d'autres compagnies en Europe qui sont beaucoup plus ouverts d'ailleurs au remote qu'en France. Après, peut-être que ça se développe d'ailleurs en France. Par rapport à ton activité que tu peux faire, il y a tellement de pénurie dans certains pays, de certaines activités que de toute façon, ils vont enfin, quand tu es embauché, c'est un compromis. Donc en fin de compte, tu peux négocier le travail à distance si c'est une activité qui est en pénurie ou en recherche dans un autre pays. Donc déjà, ouvrir son horizon et pas se dire: «Je suis nomade, je suis obligé d'être entrepreneur». Parce qu'on n'est pas tous la seule différence là, sur ta question que tu peux poser, c'est qu'on n'est pas tous avec une âme d'entrepreneur. Mmh. On n'a pas tous envie, pour plein de raisons. Mmh. Par le fait qu'on n'a pas envie de prendre la totalité de la responsabilité de son entreprise, parce qu'on a besoin d'être dirigé, parce qu'on a besoin d'être sûr d'avoir une certaine «sécurité» entre guillemets qui est toute relative, mais ça c'est un autre débat, ou n'importe quoi comme raison. Ça peut être aussi parce que tu aimes justement avoir tout le temps les mêmes collègues, parce qu'en tant entrepreneur, tu peux avoir des personnes avec qui tu vas travailler régulièrement, mais c'est pas vraiment tes collègues et bah, tu vas en changer, alors que tu peux avoir envie d'avoir le même environnement. Tu peux avoir besoin d'avoir des réunions plus régulières et cetera. Donc on n'est pas obligé, déjà ça c'est un point important, c'est qu'on n'est pas du tout obligé d'être entrepreneur pour être nomade. Mmh. Donc ça, voilà. Donc déjà, quand on est passé sur ça. Maintenant, est-ce que est-ce que tout le monde peut être un entrepreneur nomade? Si tu as envie d'être entrepreneur, tu peux totalement être nomade. C'est le point va venir sur l'entrepreneuriat plus que sur le nomadisme. Donc c'est plus par rapport à ça. Si tu veux devenir entrepreneur, aujourd'hui, tout le monde aucun marché, je suis pas d'accord avec ce qui peut être dit, aujourd'hui, c'est qu'aucun marché n'est saturé. Ça, je n'y crois absolument pas et je le vois avec mes clients. Heu, Tous ceux que j'accompagne, les marchés sont pas saturés. Aujourd'hui, on est, 7 000 000 je crois, sur la terre. Tu vas pas me dire que en fin de compte, ils sont tous avec des entrepreneurs privilégiés et cetera et que tout le monde a pris le marché. Ça, c'est vraiment impossible. Donc aucun endroit est saturé. Maintenant, c'est vrai une chose, c'est que l'entrepreneuriat, c'est un marathon et comme je l'ai dit à un moment et que voilà, qu'on a vu ensemble, c'est qu'on a tendance, en fait, à venir sur une finalité et à voir la finalité des personnes sans se rendre compte du point de départ. Aujourd'hui, j'avais fait un post, justement qui parlait d'être soi et vendre, il faut que tu te vendes qui, en fait, qui tu es et à l'intérieur, il y avait une personne qui parlait qu'elle avait peur du jugement et je lui disais: «On a tous commencé à un moment, en enfin, à des choses qui étaient petites, en fait, à un début» Mmh. Mmh. et je lui avais cité l'exemple, en fait, de Sylvester Stallone qui, son premier rôle, a été dans un film érotique. Mmh. Donc et pourtant, qu'est-ce que tu vas te souvenir aujourd'hui de la personne? De Rocky? Mmh. Mais c'est parce qu'il a commencé quelque part. Il a Mmh. commencé à quelque chose de moins glorieux que Rocky, quoi. Mmh. Donc donc en fin de compte, c'est ce cheminement que je pense qu'on n'explique pas assez et qu'on fait croire et que c'est ça le vrai gros mensonge, en fait, de l'entrepreneuriat, c'est qu'on croit que les personnes arrivent directement à 5 000 balles par mois. Non, non, on n'arrive pas à 5 000 € par mois. Moi, aujourd'hui, il m'a fallu à peu près la déconstruction de l'argent, il m'a fallu plus de 5 ans pour arriver à ce montant-là. Parce que j'ai eu un cheminement de la déconstruction de mon argent, parce que j'ai eu un cheminement de travailler plus efficacement sur le temps imparti, parce que j'ai travaillé plus intelligemment, plus efficacement et que j'étais plus productive et que je me suis permis de me faire payer à la valeur que j'offre à la personne. Donc tout ça, ça a été un cheminement qui se fait pas du tout en 1 an. Par contre, si tu as envie de l'avoir, bah, il faut commencer, en fait. Il faut commencer à planter les graines. Si tu veux atteindre 5 000 €, si tu ne fais rien, tu l'auras jamais. Si tu commences à le faire, tu vas l'avoir progressivement, en fait. Donc ça, c'est hyper important, quoi. Voilà, donc c'est oui, je suis persuadée que tout le monde peut avoir, ces finances-là et peut totalement gérer, en fait, ouais, peut totalement gérer ça.
de manière indépendante. Et justement, si la personne qui nous écoute en ce moment, qui est dans cette volonté de transition et qui bloque parce qu'elle ne sait pas par où commencer, tu lui donnerais quoi comme conseil, comme premier pas à faire? Alors moi, j'aime prendre les personnes dans son ensemble et j'ai je suis pas très conventionnelle sur beaucoup de choses. Si tu veux commencer, la première chose sur laquelle il faut pas que tu essayes de trouver, ne cherche pas en fait un métier précis. Mmh. Ça sert plus à rien aujourd'hui de chercher un métier précis et de te rentrer dans une case. Notamment sur le fait que tu as choisi cette vie nomade aussi pour pouvoir sortir de ta case. Alors bien sûr, on en a tous une cage et ma cage est juste plus grande que celle de Mmh. certains, mais néanmoins ça en reste. La chose qu'il faudrait faire en priorité, c'est vraiment faire un bilan introspectif de toi-même. Mmh. Tu te poses la question de la globalité de ce que tu es, de qui tu es, de ce que tu sais faire et de ce que tu aimerais faire. Mmh. Vraiment, il faut prendre un papier, un crayon, un Notion ou ce que tu veux et tu notes en fait tout ce que tu sais faire, tout ce que tu aimes faire dans ce que tu sais faire, tout ce que tu aimerais apprendre, tout ce que tu aimerais oser faire et là, tu as une carte. Vraiment, c'est comme si en fait tu étais avec ton itinéraire, tu vois ton monde des possibles qui est là et tu regardes ce que tu peux en faire et il faut oser vraiment faire des liens qui peut être, entre eux quoi. Vraiment, c'est moi aujourd'hui, je fais du coaching business pour entrepreneurs nomades. Mmh. D'ailleurs, je sais pas combien on est à faire ça, je sais pas s'il y en a d'autres réellement qui font ce que je fais. Bah, voilà, mais je me suis construit sur mesure. Je me souviens d'un client qui, lui, était, cuistot Mmh. et qui voulait devenir nomade. Je l'ai déjà expliqué, enfin, tu l'as peut-être déjà lu parce que c'est un exemple que j'adore, en fait et en fin de compte, il a construit un concept sur mesure où ses clients, c'est que des maris qui lui envoient tous les plaisirs enfin, tout ce que la femme aime, voilà, ses aliments qu'elle préfère et cetera et du coup, lui, il va construire sur mesure des recettes pour la femme, en lui expliquant totalement, la démarche, comment il va falloir qu'il fasse cuire et cetera. Ce concept, on l'a inventé tous les 2 Mmh. et Mmh. il n'existait pas et je sais même pas s'il y en a d'autres qui le font aujourd'hui, Mmh. mais et ça marche. Mais pourquoi tu te limites? Parce que franchement, quand tu as ton mari qui vient te faire une recette, qui cuisine pour toi, autre chose que des pâtes et qu'en plus, c'est qu'avec tous les aliments, bah, tu as juste qu'une envie, c'est de lui dire que c'est le meilleur des chéris. Mmh. Donc il embellit totalement la la vie des couples. Mmh. Voilà, donc il y a vraiment aucune limite, par rapport à ça. Donc invente ton métier. Aujourd'hui, de toute façon, les gens ont besoin de ça. Ils ont besoin Mmh. d'avoir des gens qui savent faire plusieurs choses ou savent Mmh. faire des choses qui sont très précises pour eux. Donc tu trouveras ta niche, on en parle beaucoup, tu trouveras ton client idéal en étant le plus proche de ce qui te concerne à toi Mmh. et ça sera plus Aller sympa. cher aller chercher tes compétences et voir comment les Mmh. transformer et transmuter ça à la vie nomade. Voilà, en C'est métier, en fait. c'est ça. Hem, Tu fais du coaching business, justement pour accompagner ces personnes-là. Les personnes que tu accompagnes, donc qui sont déjà nomades ou qui sont en projet de devenir nomades? Alors, en coaching vraiment individuel, parce que je fais aussi des programmes, mais en coaching individuel, la plupart, ils sont déjà nomades. Avant, quand Mmh. je juste avant que je m'occupe du business, c'était beaucoup des personnes qui n'étaient pas nomades et qui voulaient le devenir ou bien qui étaient nomades depuis pas longtemps, mais n'arrivaient pas à s'en sortir financièrement. Donc j'avais Mmh. commencé vraiment à toucher à toute cette partie business par rapport à ça et c'est eux qui vraiment m'ont permis de venir sur la partie vraiment business. Là, celle que j'ai les 2 vraiment, mais j'ai principalement des nomades qui sont dans cette vie, mais qui leur manque quelque chose, soit de l'équilibre, hem, soit, des finances, en fait et on Mmh. vient optimiser un petit peu tout ça ou bien ils viennent juste de le devenir et on ouvre le champ des possibles. Il y a pas Mmh. longtemps, j'ai une personne qui venait juste de devenir nomade, elle avait fait une formation sur le montage vidéo, mais Mmh. quand on en a discuté, c'était pas s pour elle, en fait, il fallait pas qu'elle fasse que le montage vidéo et aujourd'hui, en fait, elle fait de la stratégie vidéo et notamment sur les reels d'Instagram, en fait. Mmh. Voilà, donc c'est ouvrir je permets, en fait, plus d'ouvrir le coaching, c'est pas quelqu'un qui te dit ce qu'il faut que tu fasses. Le coaching, Mmh. c'est quelqu'un qui t'apporte,
des petites clés, mais c'est toi qui vas les ouvrir. Donc en fin de compte, j'ai ouvert un monde des possibles et elle a plongé dedans. Et c'est ce que je fais avec. Après, sur OK. mes programmes, j'ai de tout. En fait, j'ai même des personnes qui ne sont pas du tout et qui vont pas devenir nomades, qui, qui les prennent quand même. L'idée, ça reste de toute façon d'accompagner la personne pour, arriver à quelque chose qui soit à son équilibre, quoi. Voilà, c'est ça. C'est pour ça Mmh. que j'axe pas tout que sur l'argent parce que pour moi, ça n'a aucun sens en fait. Le succès est quelque chose de totalement personnel et totalement décorrélé de l'argent. Mmh. Le succès, c'est quelque chose qui est global. Mmh. Donc du coup, ça peut être, avoir la même somme, mais passer moins de temps dessus. Mmh. Donc où est-ce que ça coince? Parce que ça coince forcément, quelque part, et on peut toujours optimiser. Aujourd'hui, je suis encore à cette recherche-là et je sais que demain, et c'est ça ma plus grande force et ce qui fait, quand on me demande: «Mais comment ça se fait que vous enfin, ça fait super longtemps que vous l'êtes?» Bah, déjà, j'ai passé toute la partie, difficile, maintenant c'est plus facile. Mais, c'est aussi parce que je suis en constante évolution et recherche d'évolution. Je suis jamais ce que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas c'est quelque chose qui est acquis, mais ça l'est pas forcément demain. Ce qui marche aujourd'hui va pas forcément marcher demain et du coup, je suis déjà en train d'aller chercher ce qui marchera mieux, d'une façon plus juste pour moi, plus efficace pour moi ou pour le marché, Mmh. parce qu'on évolue. Le consommateur d'aujourd'hui ne consomme pas pareil qu'en 2020. Mmh. Donc en fait, si tu restes sur tes acquis, ton modèle économique tombera et ta pérennité n'y sera pas. Là, aujourd'hui, est-ce que tu peux dire, je pense que oui, que tu es totalement épanouie professionnellement, même si on a compris que tu es dans un cheminement et que tu as pas l'intention de t'arrêter ici? Est-ce que tu penses que, cet épanouissement et cet équilibre que tu as aujourd'hui, tu aurais pu l'avoir si tu avais pas switché comme ça et si tu étais restée dans une vie sédentaire? Pas forcément dans le même cadre, mais si, au lieu de partir sur les routes, tu avais, je sais pas, déménagé, changé de boulot ou changé quelque chose? Si j'avais été une entrepreneure, sédentaire en fait, en gros. Ouais. Alors, oui, déjà pour la première question, oui, je suis vraiment épanouie et j'adore ce que je fais et c'est pour ça qu'en fin de compte, j'aime pas et ça, je vais encore pas me faire des amis, hein, vraiment dans ce podcast, en fin de compte, je vais perdre tous ceux qui me suivent. Non, parce que ceux qui me suivent, ils savent que comment je suis. Mais en tout cas, je gagnerai plus jamais personne. Heu, non, mais en fait, j'aime pas quand, enfin moi personnellement, c'est pas j'aime pas parce que les gens, ils vivent vraiment comme ils veulent, mais moi personnellement, je ne suis pas ma priorité dans ma vie. Heu, Mes enfants ne sont pas seulement ma priorité dans ma vie. Ma priorité je n'ai pas une priorité, j'en ai plusieurs. Donc, Mmh. je suis ma priorité, mes enfants sont ma priorité, mais mon travail est aussi ma priorité. Mmh. Et je peux dire que je suis épanouie et pourquoi j'aime autant mon travail? C'est parce que réellement, j'impacte vraiment la vie des gens que j'accompagne. J'inspire vraiment les gens et c'est pas pour gonfler mon ego. C'est qu'en fin de compte, je trouve que c'est de notre responsabilité. On est tous à dire: «J'aimerais pouvoir, vivre dans le monde que je voudrais enfin, je voudrais voir le monde que j'aimerais, que j'aspire en fait à avoir». Mais tu peux pas vivre dans ce monde bisounours que tu as envie d'avoir si toi, tu es pas prêt à le marquer. Et c'est en ça que l'activité pour moi, c'est quelque chose d'altruiste parce qu'en fin de compte, c'est ta pierre à l'édifice pour rayonner au-delà de ta famille. Personnellement, Stéphanie en tant que maman, Stéphanie en tant que compagne, heu, est super pour pouvoir permettre à mes enfants, à mon mari de s'épanouir. Mais c'est tout. Mais mon cercle et ma vie ne se limitent quand même pas à juste mes enfants et mon mari. Je veux pouvoir marquer. Ça peut paraître prétentieux, mais c'est réel et ça me motive et en tout cas, on ne pourra jamais me reprocher. C'est que je veux vraiment marquer le monde et essayer d'insuffler quelque chose sur ce que j'aimerais que le monde, tourne, vibre de cette façon, soit de cette façon. Je suis quelqu'un d'hyper bienveillante, généreuse et je veux vraiment le transpirer et pour ça, bah, c'est l'éthique que je vais apporter avec mon activité. Tu peux bien sûr l'apporter aussi d'une façon bénévole, je suis tout à fait d'accord. Néanmoins, je trouve que quand en fait tu as une relation marchande, ben en fin de compte, tu as plus d'impact. Le gratuit, par définition, n'existe pas en fait. Heu, ça diminue alors que quand tu le fais payer, bah,
tu emmènes avec toi et dans cet état d'esprit, dans cette énergie-là, les gens. Et je le vois. D'ailleurs, il y a eu un super compliment qu'on m'a fait, il y a pas longtemps, c'est que je dis jamais les personnes que je coach parce que, c'est à eux de le dire et c'est pas à moi de dire: «J'accompagne telle ou telle personne». Mmh. Et il y a pas longtemps, il y a une femme qui m'a dit: «Je sais que cette personne et cette personne, elles font partie de tes accompagnements en 1+1, n'est-ce pas?» Je lui dis: «Je sais pas, tu demandes directement à ces personnes, mais moi je te délivrerai pas l'information». Mais elle avait juste. Et elle Mmh. me dit: «Je le sais, parce que ça se transmet sur leur façon d'être, ça se transmet dans leur façon de s'organiser. On voit que ces gens ont travaillé avec toi». Mmh. Bah, ça, c'est quoi? C'est la plus belle des récompenses qu'il peut avoir, quoi. Mmh. C'est incroyable. Et après, pour répondre à ta deuxième question, est-ce que j'aurais été Stéphanie et cet entrepreneur si j'avais pas été nomade? Franchement, je pense vraiment pas. Ça te permet de grandir à une vitesse, le nomadisme, c'est incroyable. Les petits problèmes que tu peux avoir dans la vie tous les jours peuvent prendre une ampleur, et ça, c'est la vérité, une ampleur beaucoup plus importante dans la vie nomade. Il y a pas longtemps, on s'est retrouvés en panne. On n'avait aucun village à 40 kilomètres à la ronde. Vraiment, on n'avait personne. Du coup, on s'est dit: «Mais merde quoi, comment on va faire?» Bon, on s'est réparé et cetera tout seul. Mais justement, quand tu es dans ta vie, sédentaire, tu as des solutions et tu as tendance parfois à te dire: «Oh là là, il y a des choses super graves». Là, aujourd'hui, je suis dans une période de ma vie où ça énerve parfois ma famille, ma belle-mère, ma mère, c'est qu'en fait, il y a rien qui est grave. Rien qui est grave. Il y a tout le temps des solutions et on va toujours les trouver. Et ça, tu l'as de façon exacerbée. Tous les sentiments et tous les événements que tu vas vivre, que ça soit les bons ou les mauvais, ils vont être exacerbés. Maintenant, c'est à toi de choisir comment tu vas vivre les mauvais. J'aime une phrase qui est, en entrepreneuriat, et tu peux l'extrapoler à la vie de tous les jours. Ce n'est pas, le succès ne dépend pas d'éviter les problèmes ou les échecs, c'est d'apprendre à les surpasser et à les gérer. Et c'est tout à fait ça, cette différence. Et cette vie nomade a été l'un des meilleurs enseignants pour cette notion-là, que ça soit la notion de lâcher prise, la notion de solution, la notion de résilience et la notion de connaissance de soi. Il m'a demandé une telle introspection de moi-même pour pouvoir en tirer le meilleur profit, pour savoir quelle vie j'ai envie de mener. Et je pense pas que je vais mourir en me disant: «Je regrette quelque chose». Je regrette de ne pas avoir fait ça, ou je ne pense pas que je vais l'avoir. Aujourd'hui, je me sens épanouie. Bien sûr qu'il y a encore plein de choses que j'aimerais vivre, mais dans l'absolu, même si malheureusement ça devait s'arrêter là, je suis fière et contente de tout ce que j'ai fait et je ne ressens pas ce regret-là, et c'est cette vie nomade qui me l'a emmenée. Maintenant, elle n'est pas forcément faite pour tout le monde. C'est mon idéal à moi. Mmh. C'est l'idéal que tu t'es construit et que vous avez construit depuis 10 ans. C'est ça. Est-ce que tu penses que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu seras toujours nomade toute ta vie? Ou est-ce que tu penses qu'à un moment, vous allez vous poser? Tu y as déjà réfléchi? Oui, en plus, on me l'a posé il y a pas longtemps. Heu, en fait, jusqu'à présent, on n'a jamais ressenti, donc on n'a pas voyagé dans l'absolu dans énormément de pays. On fait pas Mmh. partie de ces consommateurs de pays, et on préfère dire qu'on vit le pays et on ressent les émotions qu'on consomme. Mmh. On va pas dire: j'ai fait l'Afrique» ou «J'ai fait, l'Asie», c'est vraiment j'ai ressenti des choses. Donc on a fait quand mais on n'a quand même pas fait énormément si tu rapportes, puisque on a calculé, je crois qu'on est à 36 pays qu'on a fait, en 10 ans. Donc tu vois, c'est pas énorme, sachant que quand tu as fait déjà l'Europe, vu le nombre de petits pays que tu as, ça fait déjà pas mal, quoi. Mmh. Pour le moment, on n'a jamais trouvé un endroit où on s'est dit: «C'est chez nous». Donc voilà, donc déjà. Et quand on discute avec Dimitri et qu'on pèse, parce qu'en fait, on a beau vivre 24 heures sur 24, on a toujours plein de choses à se dire, et les meilleurs moments, les moments qu'on adore, c'est les moments de trajet justement, où en fin de compte, on refait le monde et cetera. Donc c'est assez chouette. Et quand on réfléchit, il y a des choses qui nous manquent dans cette vie-là, notamment le fait d'essayer de pousser l'autonomie au maximum, le fait d'avoir plus d'animaux, des poules, des chèvres, qui est un peu compliqué à vivre dans cette vie. Mais quand on le met dans la balance, on est quand même, presque shooté en fait à, Mmh.
à la sortie de zone de confort, à la recherche d'aller chercher quelque chose de nouveau, de connaître quelque chose de nouveau, d'avoir des paysages différents, de rencontrer des gens différents et cetera. Donc ça, on est quand même shooté à ça. On se rend compte que quand on passe 3 mois, 6 mois dans un pays, 6 mois, c'est vraiment un peu notre maximum. Après, on a besoin d'aller voir une culture différente, même si on va y revenir. Mais on aime bien, tu vois, aller chercher une culture qui va venir un petit peu plus, nous sortir et nous nourrir, en fin de compte, et Mmh. notamment l'imagination, la créativité et cetera. Donc par rapport à ça, c'est une longue réponse pour une longue explication pour une petite réponse. Par rapport à ça, on pense pas à chaque fois, quand on voit et qu'on évalue la façon dont on voyage, on imagine déjà qu'il nous faudra sûrement, 4-5 ans en Amérique du Nord et centrale, puis après il faudra passer en Amérique, du Sud. Donc là, quand tu dis: «Oh là là, déjà ça ferait 10 ans, j'ai déjà 40 ans, non 41 ans cette année». Donc déjà tu t'es là: «Ouais mais attends, il y a l'Afrique qu'on n'a pas fait, je voudrais faire l'Asie en véhicule». Vraiment, je voudrais vraiment faire l'Asie en véhicule. Donc du coup, avec Dimitri, quand on en parle, c'est trop mignon parce qu'en fait, on se dit, «Bah, tu à ce moment-là, on sera des petits vieux, avec plutôt tel véhicule et cetera» et du coup, je pense vraiment qu'on va faire notre vie, vraiment sur les routes et au-delà, je pense même que mes enfants, ils disent, ils ont beau être petits, voilà, il y aura toujours qui dira: «Oui, mais Stéphanie, ils ont le temps de changer». Bien sûr qu'ils ont le temps de changer, comme moi, j'ai le temps de changer aussi. Mais je pense réellement qu'ils vont vivre cette vie. Enfin, ils se font des plans, tu pas, quoi. Ils s'imaginent même, pas forcément, se séparer et cetera, enfin, c'est trop drôle, quoi, Mmh. et je pense qu'ils resteront, nomades et dans l'absolu, c'est plus, cette interrogation quand on je reviens sur un truc qu'on a dit tout à l'heure, qui revient, qui parfois me hante là-dessus, c'est à quel point j'habitue pas mes enfants aussi à de toute façon être que compatibles avec la vie nomade. Aujourd'hui, Mmh. personnellement, je ne suis plus embauchable. Mmh. Je ne suis plus embauchable. Mmh. Je suis quelqu'un de coachable, je suis quelqu'un qui adore apprendre, qui est très humble et qui a pas de problème à dire mes limites, mais vraiment aucun problème. Je travaille vraiment en transversal avec d'autres professionnels, parfois sur des choses qui sont vraiment très similaires à moi, mais que je sais qu'ils vont être meilleurs que moi. Donc je vais préférer passer la main, là-dessus. J'ai vraiment aucun problème là-dessus. Mais par contre, je suis plus du tout embauchable. Mais plus du tout. Je ne pourrais pas. Je fais des conneries, je m'engueule avec moi-même, mais je réglerai pas la connerie d'un patron. C'est plus Mmh. possible. Donc je me pose cette question: à quel point aujourd'hui, mes enfants ne sont pas en train d'être construits? Alors là, je vais avoir tous les haters qui vont dire: «De toute façon, les nomades, c'est des égoïstes qui imposent leur vie à leurs enfants». Comme un sédentaire impose sa vie à ses enfants, comme l'école Exactement. est imposée aux enfants, c'est des choix qui reviennent aux parents et c'est de notre Mmh. responsabilité de parents de choisir ce qu'on pense qui est les meilleurs pour nos enfants et la famille d'une manière générale. Il y a pas un sacrifice d'une seule, enfin un sacrifice n'est pas, envisageable. Donc voilà. Mais quoi qu'il en soit, à quel point mes enfants, ne sont pas de toute façon, formatés aussi à cette vie nomade, à cette vie de mouvement. Je le vois, quoi. Ils aiment ça, ils aiment vraiment ça. Ils ont besoin de ça pour grandir, se cultiver et donc je ne serais pas étonnée qu'ils restent dans cette vie-là. Mmh. Ça sera peut-être que, l'amour qui leur permettra de s'ancrer d'une autre façon, mais aujourd'hui leur ancrage est dans le mouvement, en tout cas. Mmh. Ça, Mmh. c'est mignon ça. Ouais. Mais comme une personne, qui se serait expatriée dans un autre pays, Mmh. forcément, tu imposes le choix à tes enfants et tes enfants vont grandir dans ce nouveau pays et vont se sentir appartenir à ce nouveau pays. Donc forcément, ça vient avec. C'est un cheminement de construction, un choix de vie, comme tu dis, tu choisis, la vie que tu vas construire à tes enfants forcément. Donc ils sont heureux, on est bien d'accord que c'est le plus important. Bah, c'est ça. Hem, Si tu avais un conseil à donner, pour évoluer au quotidien, que ce soit, un livre, que ce soit, des formations, un compte Instagram, une chaîne YouTube, peu importe, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, d'inspiration? Que ce soit pour Bah, le mien, en l'entreprise, le fait. business exactement, tout simplement. Et ben, parle-nous un petit peu justement de ton compte Instagram. Bon après, c'était de l'humour, mais si, c'est vrai que par contre, j'ai pas de problème aussi, sur mes qualités et je pense que je suis réellement une personne qui est inspirante et pas C'est pour que ça.
professionnellement parlant. J'aime, parce que aujourd'hui et dans l'entrepreneuriat d'une manière générale, je pense que ça a toujours existé, la frontière entre le perso et le pro est extrêmement mince et aujourd'hui avec les réseaux sociaux, ça s'est exacerbé Mmh. puisque de toute façon on montre tout, on montre tout ce qu'on a envie de montrer quand même. Mmh. Mmh. On choisit quand même. Mais quoi qu'il en soit, tout est emmêlé. Donc aujourd'hui, un entrepreneur, ce n'est pas que la partie où il travaille avec ses clients, c'est aussi sa partie personnelle. Donc c'est pour ça que mon compte, certes, va beaucoup parler, de business, mais il ne parle pas que de business aussi et il va plutôt prendre l'humain dans son intégralité parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Parce que l'entrepreneur, c'est l'humain dans sa globalité. Donc quand je dis: «Je parle business», je parle pas que d'argent et d'ailleurs, j'en parle même très peu. Je vais vraiment parler de, cette construction, de son mindset, de comment tu peux être, quel état d'esprit tu dois avoir, comment tu peux t'incarner, quelle communication tu peux diluer. Voilà, c'est vraiment toute cette globalité. D'ailleurs, quand tu regardes comment je construis, mes, mon mes vidéos que je peux faire pour les réseaux sociaux, c'est pas du tout comme ce que tu peux voir, ça ne ressemble à rien du tout. Tu vas voir les coachs business qui vont montrer leur activité, tu vas voir leur café ou leurs chaussons ou leurs trucs toute la journée, ou bien tu vas voir les voyageurs où tu vas voir, que des choses sur le voyage et du coup que leurs découvertes au-dessous, que leurs découvertes qu'ils vont faire. Bah, chez moi, c'est tu as une vidéo de mes découvertes, mais par contre, tu as un texte qui est totalement business. Mmh. Donc voilà, donc je pense que ça pourquoi j'ai fait ce choix-là? C'est parce que justement, je suis qu'une seule personne, mais ma personne, c'est un tout et mon tout, c'est autant ma vie, de découverte que, ma vie professionnelle. C'est mon équilibre. Donc mon compte, je l'aime, il faut être de toute façon son premier fan. Mmh. Moi, j'aime mon compte et j'aime la façon dont je le fais évoluer parce que justement, je ne prends pas qu'un prisme, qu'une facette de la personne, je la prends dans sa globalité parce que je la respecte, parce que je lui demande pas de se morceler. Il faut qu'elle soit pleine et entière. Elle se dépose avec moi et je veux qu'elle se dépose sur mon compte Instagram et je veux qu'elle voit qu'en fin de compte, on peut se déposer, réussir avec tout ce qu'on a, en fait. Mmh. Donc heu, donc mon compte est un compte inspirant pour les Donc gens. kiffe ton nomadisme sur Mmh, Instagram. On a oui, aussi Confrérie Nomade que tu, oui. alimentes un petit peu de temps en temps, qui permet de retrouver les nomades entre eux. On te suit sur Kiffe ton nomadisme. Qu'est-ce que tu as d'autre, est-ce que tu as d'autres réseaux, d'autres endroits où on peut te suivre? Alors moi, j'ai Une un endroit très newsletter? intime. Ouais, c'est ça. J'ai un endroit très intime. On parle enfin, la newsletter, il y en a beaucoup qui pensent, à l'ère des réseaux sociaux, que c'est quelque chose d'un autre monde. Mais en fait, plus que jamais, en fait, à l'ère des réseaux sociaux, c'est hyper important une newsletter. Parce que tes abonnés sur Instagram, Facebook, LinkedIn et quoi que ce soit, ils ne t'appartiennent pas. Et tu es soumis à un algorithme avec, avec des règles qui sont pas les tiennes. Il y a, je crois qu'on en avait déjà parlé, il y a l'un des plus grands influenceurs de LinkedIn. C'est un homme, il avait fait un propos qui n'était pas dans les règles, donc il a plusieurs millions de personnes qui le suivent. Il a fait des propos qui n'étaient pas dans les règles de LinkedIn. Il a été banni de la communauté pendant 2 semaines. Pour un entrepreneur, ne pas pouvoir communiquer avec sa communauté pendant 2 semaines, c'est dramatique. Mmh. Et pourquoi? Mais parce que c'est pas sa réelle communauté. C'est la communauté d'Instagram que, entre guillemets, si on devait schématiser, on sous-traite, en fait. Mmh. Mmh. Alors que ta newsletter, c'est ton univers. Si tu as envie de dire, «Je déteste les fajitas au Mexique», tu peux te le dire, en fait, dans ta Mmh. newsletter, sans que tu sois, fustigé. Heu, donc en fait, mon canal de ma newsletter est quelque chose d'hyper important et quelque chose qui existe depuis, très longtemps Mmh. et depuis plus de 5 ans. C'est là où j'ai la majeure partie d'ailleurs de mes clients. J'en ai beaucoup plus et justement, ma newsletter, elle ne parle pas que de business. Elle parle business, elle parle vie nomade et il y a à chaque fois un petit bout de moi, de mes découvertes, souvent en fait en dérision et souvent plus, toutes mes petites tracasseries parce que, je suis pas du genre à réécrire exactement la même chose qu'on a pu voir avec la même photo qu'on a pu voir sur les mêmes visites qu'on a pu faire parce qu'on visite les mêmes choses, parce que oui, on est aussi des touristes. J'ai pas de problème,
je suis voyageuse, je suis touriste, je suis vacancière, autant que je suis entrepreneuse. Et pour moi, c'est pas des mots péjoratifs. Donc en fin de compte, voilà, donc je raconte plutôt une façon intime. Et c'est que sur ces 3 schémas. Confrérie Nomade, c'est très actif sur le groupe WhatsApp, notamment. Je suis pas arrivée à réellement alimenter l'Instagram de Confrérie Nomade. Je n'arrive pas à tenir ce rythme et j'arrive pas à créer, ça reste cohérent avec ce que je te dis avant, j'arrive pas à créer cette dualité de moi, en fait. Mmh. J'arrive pas j'ai pas envie de faire, je mets la même chose, les mêmes stories d'un côté, puis, les mêmes stories de l'autre. Je vois pas l'intérêt. Tu t'abonnes à l'un ou l'autre, dupliquer le contenu, ça fait pas partie de mon ADN, peut-être parce que j'ai fait de la rédaction web et que c'est interdit et que voilà. Mais, mais ça, c'est compliqué pour moi cette dualité-là. Donc c'est vrai que j'ai tendance, en fait, à communiquer essentiellement sur Kiffe ton nomadisme. Par contre, Confrérie Nomade, c'est réellement quelque chose qui permet, de networker, c'est vraiment quelque chose qui permet de, créer du lien, puisque tu as des fiches notamment sur le site, Confrérie Nomade qui sont super sympas, qui met en valeur le nomade avec son activité et du coup, tu peux te trouver des compagnons, professionnels ou bien embaucher des professionnels nomades. Donc c'est bien parce que tu participes à notre écosystème qui peut être. Par contre, on a quelque chose qui est extrêmement actif et où je suis, très active dessus, c'est qu'on a des groupes WhatsApp qui sont, composés en différents salons géographiques, mais aussi thématiques. On a même une thématique cuisine, mais on a l'IEF, on a ceux qui veulent se lancer, on a les problèmes techniques, on a vraiment beaucoup de choses. Ce groupe-là est extrêmement actif. Je crois qu'on n'est pas loin quand même de 200 dessus, actifs sur un WhatsApp et c'est extrêmement bienveillant. Il y a même des groupes pour les enfants où Mmh. c'est un univers réellement pour les enfants et adolescents. Il y a vraiment des choses qui sont séparées avec, ce qu'on a pu faire en termes de sécurité pour eux. Voilà, donc Confrérie Nomade va plus se résumer sur son site internet et le groupe WhatsApp. Kiffe ton nomadisme, c'est son site internet évidemment, qui est extrêmement joli, heu, Je qui est confirme. très en couleurs et ça va être, l'Instagram où il va y avoir plus d'inspiration, bien sûr avec une orientation professionnelle, mais qui englobe, comme j'ai dit, toute la partie, perso aussi. OK, super. Si on retient une chose et une dernière chose, surtout ces 10 ans de vie, nomade, tu retiendrais quoi? Difficile comme question. Hem, ouais, je pense que ça serait vraiment notre découverte, heu, pas géographique, Mmh. bien sûr géographique, c'est fantastique, hein. Je connais personne qui, tout le monde ne voudrait pas vivre une vie comme la nôtre, mais je connais personne que notre vie laisse indifférent. Donc ça, voilà, donc c'est sûr que notre vie, elle reste quand même extraordinaire. Ça, je vais jamais cracher dans la soupe là-dedans, ça c'est vrai et d'une manière générale, tu me verras, très rarement me plaindre. Non pas parce que ma vie, n'a pas des bas ou que j'ai envie de cacher les bas, c'est qu'en fin de compte, j'apprends réellement à danser, sous la pluie, vraiment, c'est pas grave. J'ai cette faculté de transmuter l'énergie. Par contre, l'énergie de haine, l'énergie de colère, l'énergie de tout ça, je le vois comme une énergie qui va venir booster quelque chose de positif. Mmh. Bah, ça peut paraître mielleux ou quelque chose, bah, c'est ma vérité, c'est ma réalité. Je préfère être moi, comme ça, peut-être naïve ou quoi que ce soit, mais en tout cas, bah, ça marche et j'en suis heureuse et je rends les gens autour de moi heureux. Donc je pense que je suis pas tant que ça dans l'erreur. Mais justement, c'est ça qui est important, c'est que c'est ce qui nous permet de réellement nous connaître. Je, j'ai pas fini et la connaissance de soi-même, je pense que c'est un cheminement de vie, d'autant plus qu'on évolue tous les jours. Mais je pense très bien connaître autant mes enfants, mon mari, même mes animaux, heu et moi-même et c'est ça la chose que j'aime le plus dans cette vie et que je suis le plus en gratitude d'être dans cette vie-là, c'est que je suis ni passée je ne serais pas passée à côté de moi-même, mais je ne serais pas passée non plus à côté de mes enfants, ni à côté de mon mari. Hem, je vraiment, on se connaît, c'est vraiment ça et enlever les côtés péjoratifs, tu vois? L'effort, c'est pas péjoratif. L'argent, c'est pas péjoratif. Le, ouais, le tout voilà, tu enlèves les côtés péjoratifs pour te dire: «Je vais être, heureuse», en fait et c'est Mmh. plus difficile qu'on peut le penser d'être heureux
par rapport au fait d'être malheureux. C'est une action de tous les jours et ça, c'est la vie nomade qui me l'impose, en fait et j'en suis vraiment en gratitude, quoi. Donc une vie satisfaite. 10 ans de vie nomade et Mmh. pleinement satisfaite. Ouais, je pense Super. que c'est un luxe, hein. Aujourd'hui, je pense que c'est un luxe de se dire: «Je peux vraiment dire que je suis heureuse vraiment dans ma vie. Je suis épanouie dans mon rôle de maman, dans mon rôle de femme, dans mon rôle d'entrepreneur, dans mon rôle personnel et dans mon rôle d'amante aussi». Hem et ça, c'est un luxe qui ne devrait pas l'être, mais qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est un luxe. Mm. C'est un luxe pour beaucoup, en fait et voilà, j'en fais partie et donc j'en suis vraiment en gratitude de ça. Mais ça, c'est une connaissance et il faut avoir envie, par contre, d'aller gratter, d'aller voir ces zones d'ombre, d'aller voir ces zones de peine, de laisser de côté ce qui n'a pas lieu d'être, d'abandonner beaucoup de choses et d'en ressortir que ce que tu as envie d'être, d'incarner la version que tu as envie d'être. Super. Eh ben, on va te souhaiter que ça dure encore 10, 15, 20 ans de plus. Bah, toi aussi, du coup. C'est ça. On va terminer cet épisode sur ça. Je te remercie vraiment. Je pense que c'était à la hauteur de ce que j'envisageais. Je pense que cet épisode va être impactant. Merci à toi en tout cas. Je te remercie pour l'invitation. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pensez à le partager à vos proches, à laisser un commentaire et 5 étoiles pour lui permettre de voyager au-delà des frontières. Je suis Aurélie de la famille My Nomade et je vous dis à bientôt.